Bonjour à tous, Ulrich Genisson, fondateur d'Eat Fat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015. Et je rappelle que je suis moi-même en cétose nutritionnelle ininterrompue depuis 2013. Et oui, Eat Fat to Be Fit va fêter ses 10 ans en juillet 2025. Ça sera d'ailleurs l'occasion de fêter le portrait keto numéro 160, qui sera peut-être le dernier. Et ça permettra aussi de faire un bilan de ces 10 années de régime cétogène, nos 2 livres, la Céto Academy, le site, et puis ces portraits keto qui ont été importants pour beaucoup de personnes. Donc je suis vraiment très heureux aujourd'hui de rencontrer Bettina, qui elle-même va faire son portrait keto, son témoignage du régime cétogène. Bonjour Bettina. Donc, je m'appelle Bettina Santol, j'habite en Corse, à Ajaccio, j'ai 64 ans. J'étais enseignante et maintenant je suis à la retraite depuis quelques années. Voilà. La retraite en Corse, mais c'est juste le paradis. Tout à fait. Quel pays merveilleux. Oui, c'est vrai. J'avoue qu'on a de la chance. La météo, les plages, la montagne, la nourriture, la mentalité sur place. Oui, voilà. Globalement, on peut dire que c'est plutôt le top d'être ici. Ouais. Alors, ma première question, c'est pourquoi le régime cétogène? Pour quelle raison le régime cétogène? Comment il s'est placé sur ta vie? Et quel a été ton objectif premier sur ce régime cétogène? Parce que je dis souvent qu'on n'y arrive pas par hasard. Et toi, qu'est-ce qui t'a motivé à passer sur un régime cétogène et à l'étudier? Comment ça s'est passé? Ma motivation première, c'est toujours la santé. Et donc, ça fait quand même pas mal d'années que je m'intéresse à l'optimisation, on va dire, de la santé. Et donc, évidemment, pour moi, ça passe en premier lieu, je sais qu'il n'y a pas que ça, mais par l'alimentation. Et donc, ça fait déjà plus de 20 ans, on va dire, que je m'interrogeais sur les sucres rapides et que je les avais plus ou moins bannis de mon alimentation. Mais par contre, je craquais régulièrement quand même sur des glaces, sur tout ce dont on peut craquer. Et ensuite, je me suis intéressée aux jeûnes en 2012. Alors, au moment où je me suis intéressée aux jeûnes, je suis aussi passée au crudivorisme. Crudivorisme végétalien. Et donc, je me sens... En fait, c'est jamais pour des raisons de santé que je me suis intéressée à des alimentations saines, on va dire, mais c'était pour justement éviter d'avoir des ennuis de santé. Oui, en fait, c'est une sorte. Ton objectif, en fait, c'était la prévention, c'est-à-dire éviter les ennuis, la maladie, etc. Voilà, la prévention, puis en même temps, comment dire, essayer de vivre le plus correctement possible, on va dire, parce que bon, voilà, tout ce qui est malbouffe et tout ça, on sait que si on peut éviter, c'est quand même mieux, quoi. Donc, voilà. Le jeûne, pour moi, ça m'a beaucoup aidé, à réguler mes envies, on va dire, mes cravings, comme on peut dire. Le crudivorisme, je me sentais bien aussi avec. Et on a même avec mon mari, là, on était tous les deux dans le crudivorisme, préparé un marathon en 2019 uniquement cru, pour justement, parce que c'était l'idée, alimentation non inflammatoire, éviter les blessures et tout ça. Bon, ça s'est très bien passé. Donc, c'était végétal et cru. Juste une fois, on a acheté du poisson cru et on s'est quand même fait du poisson cru. Et après, je mangeais énormément de fruits. On a vécu 4 ans à Tahiti, donc là, les fruits, on ne pouvait pas ne pas en manger, quoi. Et mais là, du coup, j'étais plus végétarienne, on va dire. J'ai mangé beaucoup de poissons crus, beaucoup de fruits, tout ça. Le maï-maï à toutes les sauces. Ouais, et puis surtout, plutôt, comment dire, le thon, voilà, le thon cru, tout ça, quoi, à noix de coco, au lait de coco, tout ça. Et puis, malgré tout, au bout d'un moment, la question du sucre m'a interpellée. Parce que j'avais eu vent de l'Institut Hippocrate en Floride, qui obtenait d'excellents résultats avec l'alimentation qu'ils préconisaient. Et eux, ils bannissaient les fruits, les fruits aussi, le sucre des fruits de leur alimentation. Mais bon, tout était cru quand même. Bon, par contre, cette alimentation, elle me paraissait extrêmement compliquée à
à mettre en œuvre chez soi. Mmh. Et donc, j'avais toujours ça en tête, que les fruits, c'était pas forcément. Parce que moi, mon problème avec le sucre, on va dire, c'est presque essentiellement les fruits. C'est vrai que j'ai mangé des pizzas, du bon pain au levain et tout ça, mais la chose qui me bloquait pour l'alimentation cétogène, c'était les fruits. Mmh. Voilà, les pastèques, les figues, enfin, tout ce qu'on a en plus ici, hein. Et je me disais, mais jamais je vais pouvoir me passer de fruits, quoi. Donc, je suis rentrée en alimentation cétogène. Je me suis dit, je vais tester parce que ça m'intéressait, en fait. Et quand j'étais plus jeune, adolescente, jeune adulte et tout ça, je mangeais beaucoup de viande, hein. J'étais Mmh. une grosse carnivore, quoi. Et ça me plaisait, quoi, hein. J'ai toujours eu un gros appétit. Voilà, voilà, comme ça. Et donc, je me suis dit, je vais donc essayer le cétogène. Et je me disais, si jamais l'été, je lèverai un peu le pied et je me ferai plaisir avec quelques fruits. Et donc, j'ai commencé donc l'hiver dernier, février-mars. Et finalement, quand est arrivé l'été, j'ai pas mangé de fruits du tout. Parce que tu en avais plus envie? J'en avais plus envie. Disons qu'en tout cas, j'en avais pas envie au point de me laisser aller en manger. Alors, au début, j'ai mangé. Quand j'ai commencé le cétogène, comme j'arrivais du végétalisme, on va dire, j'ai commencé avec des avocats, de la noix de coco fraîche, tout ça. Et ça me convenait pas mal. Et puis, petit à petit, je me suis remise à manger de la viande. J'ai adoré. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, tu as fait une transition vers un régime relativement restrictif, enfin très restrictif, végétarien, vegan, crudivore. Et là, tu es passé sur du régime cétogène qui est aussi un autre régime restrictif, mais tu l'as fait en transition, en reprenant les aliments qui te correspondaient, l'avocat, la noix de coco, peut-être d'autres légumes, végétaux. Et puis finalement, donc c'est ça qui est super important parce que les gens, souvent, ils essayent de faire une transition radicale d'un monde du blanc vers le noir, en fait, sans passer vers le gris. Et toi, tu es passé par une phase grise, en fait, qui t'a fait un peu la transition. Et là, on voit que petit à petit, tout a changé, y compris même ton goût pour les fruits que tu adorais et qui te faisaient peur. Voilà. C'est intéressant. Ouais, enfin disons que je me serais autorisée à manger, mais j'ai pas eu suffisamment envie pour passer à l'acte, on va dire. Voilà. Et petit à petit, donc je me suis remise à manger de la viande, tout ça, mais c'était pas. Alors moi, j'étais pas du tout végane, hein, avec comment dire la philosophie végane. Pour moi, tuer les animaux pour manger, c'est pas un crime. C'est ce qui est un crime pour moi, c'est de mal les élever. Tout à fait. Ou de les tuer dans des mauvaises conditions. Tout à fait. Mais sinon, pour moi, ça fait partie de la nature. Et voilà. Donc, maintenant, je mange beaucoup de viande. Et je me suis mise à manger presque exclusivement de la viande aussi. C'est-à-dire qu'un peu comme les autres personnes qui ont témoigné, je me suis aperçue que je devenais carnivore. Que les légumes, j'en avais plus rien à cirer presque. C'était presque par, par acquis de conscience que j'allais en manger un petit peu, mais ça ne me manquait pas. Et puis évidemment, hein, je me régale avec la viande, avec les œufs, avec du lard, avec la charcuterie évidemment, avec le fromage, tout ça. Par contre, j'ai pas perdu de poids du tout. Je m'étais dit quand même que si avait... Alors bon, j'étais pas en surpoids, mais disons que j'avais 2 kilos dont je me serais bien débarrassée. Au lieu de me débarrasser de 2 kilos, j'en ai pris 4 de plus. La question, c'est de savoir, tu vois, ça sera intéressant parce que le poids, c'est qu'un chiffre. Et l'important, c'est de comprendre que veut dire ce chiffre. Exemple, moi, j'ai vu plein de cas comme le tien, avec des gens qui étaient sur des apports, parce que quand tu es sur du crudivorisme, beaucoup de végétaux, etc., les apports de protéines, les apports en acides aminés sont compromis. Alors, ça dépend, ça dépend de comment ce régime-là il est organisé. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire une photo, entre guillemets, avec un scan DEXA. Le scan DEXA, ça vaut, ici, ça vaut moins de $100 maintenant. Je sais pas, en France, ça doit être quelque chose comme ça. Non, la dernière fois qu'on avait fait un en Europe, c'était à Paris, ça devait être autour de 200 €. Bon, là, l'avantage, c'est que ça te donne une photo complète de ta masse grasse, ta masse osseuse, ta masse musculaire. Et en face, tu le mets avec le poids. Donc, tu peux prendre 4 kilos, mais 4 kilos de quoi?
Donc, si tu as pris, je sais pas moi, 200 grammes d'os, 3 kg 4 de muscle, et puis le reste en gras, bah, tu es contente en fait, tu as repris du muscle. Par contre, si tu as pris 4 kilos de graisse, là, forcément, ça va pas te plaire. Non, j'ai pris du muscle, hein, ça c'est sûr. Mais j'ai pris du volume aussi. Hein. Donc voilà. Mais je me sens plus tonique, ça c'est sûr. Bon, alors après, l'alimentation végétalienne, on va dire, enfin crue et végétalienne, je faisais d'énormes craquages sur les oléagineux. Énorme. Je me mangeais des bols de noix de cajou, quoi. Parce que moi, au bout d'un moment, ça ne me tenait pas au corps. Même si je me mangeais un grand saladier de salade, de je sais pas trop quoi, de choux, des carottes, des machins, des trucs. Et plus, je pouvais me manger, moi, 8 bananes à midi, c'était parfait. Hein. Des choses comme ça. Mais les oléagineux, à un moment donné, j'avais comme un manque. J'avais un manque, en fait. Et je sais que les oléagineux, c'est pas le top, quoi. C'est quand même lourd à digérer. Bon, certains sont... En petite quantité, ça peut être intéressant, ça peut servir dans des préparations, etc. Mais c'est clair que si c'est le cœur de ton alimentation tous les jours, là, ça va plus. Voilà, c'était pas le cœur, mais les craquages, c'était des grosses quantités. Voilà. Et donc déjà, quand il y a ce genre d'irrégularité et puis de frustration, parce que quand il y a un craquage, c'est qu'il y a une frustration à un moment donné, bon, c'est vrai que ça interpelle. Là, depuis que je suis en cétogène, ça peut m'arriver à me craquer sur les oléagineux, parce que c'est quand même... J'adore ça, les cacahuètes et tout. Mais bon, j'essaye de... Parce que je sais que ça contribue au fait que j'ai pris du poids, je pense. Hein. Bah, le problème, je l'avais expliqué dans Bonjour Keto, tu sais, avec une petite image où c'était ma main d'ailleurs, je crois, ou celle de Nelly, je sais plus, où il y avait des noix de macadamia de mémoire, juste à côté une assiette avec le même volume en calories. C'était pour donner une idée que choper 500 kilocalories, c'est pour donner une idée de volume. Hein. Je ne demande pas aux gens de se focaliser sur les calories, on s'en fout. Mais c'est pour éviter de parler en grammes. Si tu veux, tu vas avoir 60 grammes, 70 grammes de noix de macadamia. Et puis à côté, tu vas avoir une assiette en fêté avec un jambon sec, un œuf, plein d'autres choses avec qui vont te faire le même niveau d'énergie. Mais ce n'est pas la même satiété. Parce que pour choper une satiété complète, fais un jeûne de 24 heures et essaie d'obtenir la satiété sur des noix, il va t'en falloir 800 grammes. Quoi. C'est juste délirant. La densité en énergie, elle est énorme sur les noix. Ouais. Voilà. Donc les gens, moi par exemple, je travaille avec des athlètes de haut niveau. Les gars, il faut qu'ils s'enfilent. Encore pour donner une idée, 5000, 6000, 7000, 8000 kilocalories tous les jours. Tu vois ce que ça fait en volume. Donc, tu es obligé d'aller sur des aliments très denses en énergie. Mais quand tu es une femme avec un métabolisme de base pas au top, tu sais, les extrémités froides, la thyroïde un peu en berne, etc., qu'en gros, tu grossis à partir de 1200 kilocalories, si tu tombes dans les noix, là, ça ne va pas bien le faire. Oui. Ouais. Voilà, en tout cas, là, on va dire que depuis le cétogène, mon appétit, on va dire, se régularise. Voilà. Quand je mange, je suis rassasiée et je suis satisfaite de ce que je mange et j'adore ce que je mange. Qu'est-ce que j'ai... C'est intéressant parce que tu dis quand tu manges. Alors, concrètement, ça fait un peu plus d'un an que tu es en régime cétogène. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu manges en régime cétogène? Combien de repas par jour est-ce que tu mets dans ton assiette? Alors, c'est assez variable. Normalement, c'est 2 repas par jour. Alors, jusqu'il n'y a pas très longtemps, le principal repas, c'était le soir. Parce que mon mari rentre le soir et donc c'était aussi, on va dire, le moment où on peut manger ensemble éventuellement. Et là, maintenant, je l'ai rapproché de plus 16, 17 heures, 18 heures. Voilà. Ça me convient mieux. D'abord, c'est une heure où j'ai très faim. Voilà. Et sinon, je prends une collation à midi ou à 2 heures. Mais si je peux, je ne mange rien jusqu'à 4 heures. D'accord. Alors, le matin, je ne suis pas à jeun complète, c'est-à-dire que je bois du thé un peu style thé au beurre rance, c'est-à-dire je mets du beurre et du sel et je passe ça au blender. C'est délicieux. Et, ou alors du thé avec de la crème. Pareil, ça fait une sorte de thé au lait un peu gras, quoi. Et voilà, donc tu amènes un peu d'énergie sous forme de liquide dans un thé le matin. Okay. Voilà, je bois 2 ou 3 tasses comme ça le matin et ça me tient. En fait, je mange plus aussi par plaisir aussi que vraiment parce que j'aurais très très faim, quoi. Parce que là, je peux faire du sport à jeun sans aucun problème.
on a toujours plus ou moins fait du sport à jeun, marché, fait de la randonnée, courir, tout ça à jeun. Mais moi, au bout de 3 heures, je sentais que j'ai commencé à avoir cette espèce de faiblesse de l'hypoglycémie ou des Oui. petites palpitations, des choses comme ça. Alors que là, c'est vrai que c'est zéro. On va dire, on peut sent continuer. avec des stocks d'énergie illimités. Ah ouais, c'est carrément génial, quoi. Ouais, c'est ça. Bon. Et alors concrètement, dans ton assiette, qu'est-ce que tu mets aujourd'hui? Plutôt sur ton Alors, repas du soir qui est le premier? Enfin, vraiment le gros repas de ta journée est ouais, le plutôt le gros soir? repas, c'est beaucoup de viande. Alors, j'essaye beaucoup de bœuf. Sinon, j'ai trouvé un producteur, j'ai cherché viande nourrie à l'herbe en Corse. J'en ai trouvé un, il est pas loin de chez moi. Merveilleux! Ouais. Donc c'est toujours Et possible. du coup, quand je l'ai appelé, il m'a demandé mais pourquoi vous vous intéressez à ça? Donc, je lui ai expliqué et tout ça. Mais lui, il tue majoritairement des veaux. Donc, c'est plutôt du veau, mais c'est du veau qui n'est plus allaité, on va dire, qui est nourri à l'herbe. D'accord. Voilà. Et donc, on achète des kilos de viande déjà préparée, on va dire. Et donc, j'ai ça. Et ça, je mange beaucoup. Mon mari aussi, maintenant, je parlerai un petit peu de lui. On le mange beaucoup en tartare. Très bien. Ouais. Du coup, tu es resté sur le cru, mais c'est très bien. Non, je cuisine aussi. Hein. Ouais, Ok, ouais. non, mais tu as ce goût en fait pour la viande crue. Il y a beaucoup de gens qui ne oui. mangent pas de viande crue. Hein. Une bonne viande crue, c'est très bon. Et il y a des gens qui ont un dégoût avec ça, qui ne causent pas, etc. Non. Les Le tartare, le carpaccio, enfin, il y a des choses à faire. Hein. Ouais. Oui. Et le poisson cru aussi, hein, j'adore. Même chose. Ouais. Voilà. Mais sinon, donc voilà, beaucoup de viande, du poulet. On a trouvé aussi un éleveur de poulet qui fait ça avec cœur et conscience, on va dire. Et donc souvent, on lui prend un poulet, on lui prend aussi ses œufs. Donc des œufs, de la viande, de la charcuterie, de l'avocat. Du foie de morue, du poisson surgelé souvent, parce que c'est pas évident de trouver du bon poisson frais et en plus c'est très très cher en fait, malgré tout. Du fromage, du chocolat à 100%. Et puis des légumes, c'est taux compatible, on va dire, hein, brocoli, salade, mais pas en grosse quantité. Avant, Accessoire. Avant, c'était des kilos de légumes par jour. Hein. Et donc maintenant, même le maraîcher chez qui on va, il doit se demander pourquoi on lui prend beaucoup moins de légumes qu'avant. Bah oui, il y a un maraîcher qui est moins content, puis un boucher qui est plus content. Bon, bah voilà. Voilà, c'est ça. Par contre, c'est ça. Ouais. Voilà. Et mon mari. Oui, j'ai juste un point parce que tu as quand même mangé beaucoup de légumes, beaucoup de fruits pendant des années, donc beaucoup de fibres. Là, tu es sur un régime avec beaucoup moins de fibres. Au niveau de l'intestin, la digestion, tu as senti une vraie différence? Les gens étaient étonnés de voir que je digérais le cru de cette façon. Et depuis que je suis passée en cétogène, non, j'ai pas aucun problème de digestion. La transition s'est bien passée. La transition s'est bien passée. Après, je mange aussi beaucoup de choucroute crue. Voilà, choucroute crue, kombucha, kéfir de fruits, hein, on va dire. Voilà, kéfir de lait. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de glucides dedans, malgré tout. Non. Ouais. En fait, le vrai, enfin, si on peut en parler 2 secondes. Moi, je suis pas un grand fan du kéfir d'eau, mais bon, je sais que ça se fait très bien. C'est comme le kombucha, c'est une fermentation, du sucre, etc. Ouais. Le problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, ils sont obligés d'indiquer la quantité de sucre au moment de la création, de la fabrication. Tu maîtrises pas la fermentation. C'est pas compliqué. Hein. Une fermentation, ça se nourrit de sucre. Si tu pousses ta fermentation jusqu'au bout, il y a 0 sucre. Voilà, et ça marche pour tout comme ça. Si tu prends, prenons l'exemple du kombucha que je connais bien, il y a le guide sur le site en téléchargement, etc. Tu prends 35 grammes de sucre au litre, et si tu pousses la fermentation complète, ce qui va te prendre environ 2 mois et demi, ah oui. Tu sors les yeux fermés, tu bois de l'eau. Ça n'a aucun goût, mais vraiment aucun. Si je te dis pas ce que c'est, tu dis c'est de l'eau. Aucune acidité, plus de gaz, pas de goût sucré, et même les arômes sont partis. La fermentation a tout mangé. Et le problème, c'est que quand tu achètes du kombucha ou tu achètes du kéfir d'eau, etc., ils sont très embêtés sur l'étiquetage.
Et moi, je n'avais parlé dans l'article que j'avais fait sur le site il y a 7 ou 8 ans maintenant. J'ai une machine pour les mesurer. Et en fait, les étiquetages sur le kombucha sont faux. Ils sont tous faux. D'accord. Parce que si tu fais un vrai kombucha, tu ne maîtrises pas la fermentation. Entre le moment où tu embouteilles et le moment où les gens le boivent, tu ne peux pas dire combien il y en a dedans, c'est vivant. Oui. Tu vois? Là, j'en ai trouvé un qui est, entre guillemets, sucré avec de l'infusion de feuilles de stevia. Oui, alors là, c'est zéro du coup. Parce que là, c'est zéro sucre. Voilà. Sucrant de la stevia. Oui, il y en a beaucoup qui font ça maintenant. Oui, tout à fait. Ouais. Mais tu as besoin d'un sucre à la base pour la fermentation. Mais pour les gens qui ont vraiment besoin d'un goût sucré, bah, ils surenchérissent le goût sucré avec de la stevia ou d'autres choses, le fruit des moines, etc. Voilà. Donc, bon, voilà. Après, j'en bois pas tous les jours. Hein. Et le kéfir, on le fait nous-mêmes et je les laisse fermenter un maximum, justement, pour qu'il est quasiment plus. Puis c'est vrai qu'on devient beaucoup plus sensible au goût sucré et que ça ne devient pas incommodant, mais presque. Oui, tout à fait. Ouais, c'est clair. Enfin, il y a certaines pâtisseries, certains gâteaux qui sont très sucrés aujourd'hui. Les gens les trouvent normaux. Quelqu'un qui est en cétogène depuis des années qui mange ça, il va dire c'est dégoûtant, c'est beaucoup trop sucré. Ouais, ils sont saturés en sucre. Et bon, pour en revenir au kéfir de lait, le kéfir de lait, c'est 4,5%. Donc 45 grammes de lactose au litre. Le lait cru. OK? Si tu passes sur un kéfir et que tu le fermentes, en gros, tu coupes par 2. D'accord. OK? En gros, il faut mesurer. Ça dépend de plein de choses, la température, la durée, etc. Mais tu vas être entre 25 et 30 grammes au litre. Donc, si tu en prends un petit verre de 100 millilitres, tu es à 2,5, 3 grammes de lactose sur ton verre. Ouais. Tu vois, c'est quasiment rien. Alors, c'est clair que si tu vises 0, c'est pas 0. Mais comme tu as du glycogène quand tu manges du foie de bœuf. Tu manges du foie de bœuf, c'est riche en glycogène, c'est du sucre. Hein. Ouais, j'ai vu. C'est pas mal, Voilà, donc l'important, c'est de regarder le contexte. Est-ce que tu es dans un contexte où tu veux vraiment, max, je sais pas, tout compris dans le détail, 5, 6, 7, 8 grammes de glucides par jour, ou si tu es sur 30, 40, parce que tu es plus laxiste et que tu n'as pas vraiment d'objectif thérapeutique. Voilà. C'est comme ça qu'on voit comment ça peut s'insérer. Oui, moi, je ne dépasse pas les 20, de toute façon. Non, mais les glucides, c'est pas une religion. L'important, c'est de comprendre la nourriture, comment elle nous sert. Toi, tu prends du chou, par exemple, tu fais une lactofermentation, donc tu fais du chou à choucroute, bah, tu réduis la quantité de glucides que tu as dedans. C'est la même chose. Oui, bien sûr. Voilà. Sinon, donc, du coup, je me suis fait prescrire des analyses pour voir. Parce que je me disais quand même tout ce gras, parce que oui, je rajoute quand même beaucoup de gras. Hein. Je mange beaucoup de beurre. Je mange, par exemple, je prends une tranche de comté, je mets un gros morceau de beurre dessus. Comté plus beurre. J'adore ça. Non, mais c'est vrai qu'en cétogène, des fois, on a des habitudes un peu bizarres, où on prend des supports un peu curieux. Voilà. Voilà. Même avec la tome de brebis, la corse, je mets le beurre dessus. Enfin bon, bref, pour rajouter le beurre. Parce que je m'étais dit, je mange peut-être trop de protéines et tout ça. Enfin bon, du coup, je savais pas trop s'il fallait pas trop en manger. Enfin bon, bref. Du coup, j'avais un peu. C'est pour ça que je suis encore un peu au stade expérimental. C'est-à-dire, j'expérimente en mangeant beaucoup de protéines. Enfin bon, bref, beaucoup de gras, en rajoutant des légumes ou pas. Enfin bon, bref, j'essaye un peu de voir l'effet. Ça permet de voir avec tes propres sensations comment ça se passe. Parce que si j'ai le lecteur de cétone et de glycémie. Et je trouvais que franchement, mes cétones, elles sont au ras des pâquerettes, quoi. Et c'est ce qu'on appelle au ras des pâquerettes, et ça dépend du contexte encore. C'est toujours, c'est plus compliqué. C'est pour ça que j'ai vraiment invité les gens à utiliser ces appareils-là que quand ils maîtrisent bien leur sujet, éventuellement pour une pathologie, parce que le chiffre en tant que tel sur quelqu'un qui connaît rien, il peut faire peur en fait. De dire, oh là, ça va l'interpréter. Ouais. Et donc maintenant, j'ai essayé dans différentes conditions. Hein. C'est-à-dire, alors le matin à jeun, et à un moment donné, j'étais à 0,4, quoi. Même pas beaucoup. Et alors c'est sûr, ça dépend peut-être du repas que j'ai fait la veille, au soir et tout ça. Mais j'ai remarqué quand même que parce que souvent le lundi, on fait 36 heures de jeûne sec. Très bien. Le mardi matin,
Eh ben, je suis pas non plus au taquet pour C'est une bonne base. Tu vois, ce que tu viens de faire et ce que tu viens de dire, c'est extrêmement intéressant parce que ça donne une base physiologique des choses. Ouais, voilà. Concrètement, je fais 36 heures de jeûne sec, je prends ma cétone, mon bêta-hydroxybutyrate, ma cétose au début, et puis je vois 36 heures après, juste avant de remanger, où c'est que ça en est. Ça donne une Ouais, idée. voilà. Oui, c'est ça. Donc Bon. là, oui, bah, par exemple, là, j'ai jeûné hier parce que je commençais à avoir un gros rhume et donc ça l'a enrayé comme ça. Mhm. Et bah, ce matin, j'étais à 1,3. Ben voilà, Voilà. ça donne une idée de ton maximum en fait. Et c'est ce que j'arrête pas de dire. J'ai vu une interview d'un chercheur italien mais qui travaille en France. Et je leur ai dit, mais attendez, faites attention quand vous faites des recherches sur le régime cétogène, parce que souvent, ils prennent des gens qui ont 40, 45 ans, 50 ans, qui ont des pathologies, qui n'ont jamais été en cétose, ils les mettent en cétose, et tout d'un coup, on extrapole les chiffres. Oh, ça, c'est un contexte particulier. C'est quelqu'un qui n'a jamais été en cétose pendant 15 jours. Mais si vous vous intéressez à des gens qui sont en régime cétogène depuis plus d'un an, vous allez voir que leurs paramètres métaboliques, glycémie, tension, insuline, production de cortisol, sont très différents. Il y a une vraie adaptation. Tout change. C'est pour ça que je suis aussi un peu contre les analyses générales, parce que les données sont faites pour des gens qui ne sont pas en régime cétogène. Donc, ça peut être haut, trop bas, il faut savoir les interpréter. Aujourd'hui, les médecins ne sont pas formés, ils sont totalement ignorants là-dessus. Donc, ça peut faire peur. Avoir les données, en fait, peut faire peur. Je n'ai pas dit que ce n'était pas utile dans certains contextes, mais ça peut faire peur si on ne sait pas les interpréter. Donc, juste un point. Quand nous sommes en cétose nutritionnelle, nous privons volontairement notre corps d'un apport en glucides alimentaires. On va partir sur 150 grammes par jour. Ça, c'est globalement notre consommation pour notre cerveau. Bon, si on mange plus de 150 grammes de glucides par jour, c'est sûr, on n'est pas en cétose. OK ? On réduit les glucides, donc je ne sais pas, 50, 40, 30, 20 ou 0 grammes de glucides par jour, si on est en jeûne, par exemple. OK ? Bah, le cerveau, lui, il a besoin d'énergie, puis il y a d'autres cellules qui ont vraiment besoin d'énergie. Sinon, on meurt. On utilise le gras pour le transformer et en faire des molécules très particulières qui sont les corps cétoniques. Acétone, acétoacétate, bêta-hydroxybutyrate. Vraiment, le cœur, c'est bêta-hydroxybutyrate, parce que l'acétoacétate se transforme en bêta-hydroxybutyrate. OK ? Jusque-là, tout le monde a suivi. Bon. Production endogène de bêta-hydroxybutyrate jour pour couvrir ça, 80 grammes. Tu vas créer 80 grammes de bêta-hydroxybutyrate pour ta journée moyenne pour couvrir une bonne cétose. Ça peut être moins, ça peut être 50, ça peut être 60. La science nous montre que 80, c'est les cas, par exemple, des jeûnes secs ou des vraies cétoses thérapeutiques avec peu de protéines, éventuellement déficit énergétique, etc. 80 grammes. Bon, les 80 grammes, ils sont produits, puis après, ils prennent leur petite voiture. Hop, circulation sanguine. Et là, deux options. Soit tu as des cellules qui consomment en masse ce bêta-hydroxybutyrate, tu es brûleur de corps cétonique, et ça ne va pas s'entasser dans la circulation. C'est comme si, je sais pas moi, tu envoies beaucoup de voitures sur une autoroute, sur l'autoroute, ça roule vite, et puis ça sort beaucoup au bout de l'autoroute. Bah, du coup, tu ne vois pas beaucoup de voitures, tu ne vois pas d'embouteillage sur l'autoroute. On est d'accord ? Ouais. Si au bout, ça ne consomme pas beaucoup de bêta-hydroxybutyrate, par exemple, au début du régime cétogène, eh bien, ton foie va beaucoup produire de corps cétoniques, il va les envoyer sur l'autoroute, tu as les circulations sanguines, mais au bout, ce n'est pas consommé, donc ça s'entasse, en attente. La différence entre une cétose élevée et une cétose basse. Mais il faut bien comprendre que quand tu jeûnes 36 heures, en plus en régime cétogène, tes stocks de glycogène ne sont pas utilisés. Tu brûles du gras. Et tu brûles tes corps cétoniques. Il est normal que quand tu es depuis un an en régime cétogène, que tu es un bon brûleur de gras, tu as une cétose le matin à 0,4. Ce n'est pas surprenant. Et puis au bout de 36 heures, 1,2, ce n'est pas surprenant non plus. Moi je l'ai déjà dit, je peux faire des jeûnes de 48 heures, jeûne sec, je monte à 1 max. Ah oui. Et si on fait de l'activité physique, le fait de pratiquer une activité physique, ça consomme encore plus de cétone alors? Alors, ça dépend des contextes. Ça dépend des contextes. Ça peut, pour certaines personnes, les faire baisser, pour d'autres, vraiment les faire monter. Ça dépend des contextes.
Mais disons qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher des 2, 3, 4 millimoles de bêta-hydroxybutyrate dans une cétose pour le style de vie. Tu vois. Voilà. Non, là, c'est plutôt pour le côté anti-inflammatoire. Oui, mais il faut bien comprendre que quand tu mesures tes corps cétoniques à un instant T, tu mesures le flux. Tu mesures le nombre de voitures sur l'autoroute. Tu ne sais pas combien sont rentrées, combien sont sorties. Oui, oui. C'est tout le problème des analyses, en fait. C'est qu'il faut savoir les interpréter et les comprendre. Voilà. Par exemple, tu prends une analyse de sang. Bonjour monsieur, je voudrais avoir une analyse de sang de magnésium. Ça sert à rien. Vous gâchez votre argent. On ne peut rien voir avec le magnésium. Si vous faites une analyse pour mesurer le magnésium, c'est que vous avez une vraie pathologie. Par exemple, une pathologie rénale. On va avoir des problèmes sur le magnésium. Mais ça ne montre rien sur vos apports en magnésium, sur vos carences en magnésium. 99% du magnésium, il est séquestré par les tissus. Il ne prend pas l'autoroute. C'est comme si tu bloquais les voitures avant qu'elles prennent l'autoroute. Ouais. Ou après. Mais donc, sur l'autoroute est vide. D'accord. Ça s'appelle l'homéostasie du magnésium. C'est organisé par des hormones. Il y a un flux précis, mais ça, c'est l'homéostasie. Si tu as une défaillance d'organes, l'homéostasie va bouger. Mais ça n'indique rien sur tes apports en magnésium et tes éventuelles carences. Eh bien, les corps toniques, c'est pareil. Ouais, je comprends. C'est un flux qui s'adapte en permanence. Tu comprends? Donc, on peut chercher une cétose profonde à 2 ou 3 dans certains cas précis. Et là, du coup, on va faire très attention peut-être sur de déficit énergétique, très peu de protéines, vraiment très peu de glucides, certains types de lipides, je pense à C8 particulièrement, qui se convertit très bien en corps tonique, pour augmenter ça. Mais pour le style de vie, aucun intérêt de faire ça. C8, c'est l'huile MCT? Oui, alors les TCM, en fait, c'est un groupe d'huile. C'est un groupe de lipides. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est une chaîne carbonée à 8 atomes. Et dans les TCM, MCT en anglais, tu as C8 et C10. Mais celui qui fait vraiment monter la cétose, qui augmente le bêta-hydroxybutyrate, c'est C8. Et C8, on l'a en pur. Tu as des bouteilles de C8 sur un Oui, du coup, j'en ai consommé la semaine dernière, par exemple. Et j'ai remarqué qu'en rajoutant, parce que j'avais acheté la bouteille, mais finalement, je ne m'en servais pas, quoi. Et en rajoutant cette huile, le lendemain, j'avais plus de corps cétonique. En gros, pour faire simple, tu vas gagner 0,5 millimoles. Tu mets 30 grammes dans ton thé le matin avec ton mixeur, tu vas passer de 0,4 à 0,9 en 1h30. Oui, j'avais vu que ça produisait un effet, c'est vrai. Oui, parce que pour le corps, c'est facilement convertible en corps cétonique. Ouais, d'accord. Mais ton corps, en régime cétogène, il n'est pas là d'abord pour brûler des corps cétoniques. Il est là pour brûler d'abord des lipides, pour les muscles. Les muscles brûlent des lipides directement. OK ? On n'a pas besoin de passer par la transformation en corps cétonique pour ça. Donc, les corps cétoniques, ils vont être d'abord pour le cerveau, puis quelques tissus qu'on a vraiment besoin en remplaçant du glucose, mais c'est tout. Donc, chercher vraiment à les faire monter, il faut avoir un vrai objectif. Par exemple, tu as des gens, ils ont eu des traumas crâniens, ils ont besoin d'une forme de clarté mentale permanente, ils aiment bien cette sensation, etc. Eh bien, ils ont intégré du C8 en permanence tous les jours. C'est une forme d'huile, tu cuisines avec, tu peux l'intégrer très facilement. Ils font ça. Et ils se sentent mieux avec plus de corps cétonique. Pourquoi pas? C'est une stratégie, il n'y a pas de… Oui, chacun, après, l'adapte en fonction de ses besoins. Voilà. Oui. Voilà, donc sinon, je peux parler des bienfaits. Donc, tu disais tes analyses. Alors, est-ce que ton médecin traitant t'a dit que tu allais mourir dans d'atroces souffrances parce que ton cholestérol était trop élevé? Alors, la glycémie, quand même, 0,97. Donc, 0,97, glycémie à jeun le matin. Ouais. Bon, alors, quand je la teste, elle est très variable, en fait. Là, par exemple, ce matin, elle était à 0,70 et des poussières. Voilà, bon, bref. Sinon, alors, parlons de ce point, parce que c'est important. Une glycémie, ça s'ajuste extrêmement rapidement. Concrètement, tu prends une glycémie à quelqu'un et tu lui dis votre père vient de décéder. 15 minutes après, tu prends la glycémie. Elle passe de 80 à 180. Pourtant, il n'a pas mangé. OK ? Ça, c'est les hormones, c'est l'homéostasie de la glycémie. Donc, il faut faire attention aux mesures de la glycémie en laboratoire, parce qu'il suffit qu'on soit un peu stressé, qu'on a attendu dans la salle d'attente, qu'on ait peur de la piqûre, un peu anxieux, etc. Ça monte facilement de 0,70 à 1,20. Bon, faut regarder ça un petit peu. Alors, toi, tu as des appareils pour les mesurer à la maison, tu vois très bien que ta glycémie standard, elle n'est pas sur ces niveaux-là. Ouais, voilà. Et sinon, cholestérol, oui, du coup, il était monté par rapport aux analyses précédentes.
Mhm. Et bon, mais cholestérol total, il était à 2,5. Enfin, il est à 2,5. Ok. Et ouais, donc bon, celui qui m'a prescrit m'a dit ah oui, les analyses, il est quand même monté, mais c'est parce que mon mari a fait les analyses en même temps. Parce que lui aussi, du coup, il mange plus de viande maintenant. Et donc, il nous dit bah, c'est parce que vous mangez plus de graisse animale, c'est pour ça qu'il est monté. Mais enfin, bon, voilà, ça s'est arrêté là. Alors, Et point intéressant, parce que bon, toutes ces conneries-là, on les a traitées en long, en large, en travers. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir, est-ce que tu as un comparatif avec ton époque où tu étais crudivore? oui, oui, oui. Alors, ça donne quoi comme écart? Le total cholestérol, par exemple, ou le LDL? Non, j'étais à 1,90, c'est pas. Ouais, 1,90, donc dans la norme en crudivore, et Ouais. puis quasiment 2,5 en cétogène, plutôt carnivore, plutôt carnivore. Ouais, ouais, Ok. voilà. Et mais par contre, triglycérides, j'ai 0,5. Mhm. Et l'insuline à jeun, j'avais fait faire aussi. Ouais, je C'est connais. intéressant, parce que tu parlais de la glycémie tout à l'heure, et qui est au conditionnel, enfin, il faut regarder le contexte, il faut voir un petit peu. Par contre, les niveaux d'insuline, là, ils sont vraiment radicalement descendus en régime cétogène. Alors là, moi, je l'avais jamais fait tester, l'insuline. Ça, D'accord. c'est parce que je me suis dit, j'ai un peu glané tout ce qu'il fallait faire tester. Euh, et c'est comme ça que j'ai su que l'insuline à jeun, c'était intéressant de la tester et que l'hémoglobine glyquée aussi. Oui, Sinon, moi, je savais pas tout ça. Donc, je n'avais jamais demandé ça et on m'avait jamais proposé de le faire. voilà. Et Donc donc, là, l'insuline, ça sort quoi en chiffres, du coup? l'insuline, c'est 24, je sais pas quoi, mol par litre. 24, tu as un chiffre à 24 là? Ouais. Et 3,5. Alors, il est en 2 unités. Il y a 24 mol Pémol, par litre. picomol, oui. Voilà. Ou alors 3,5 lettres grecques U par millilitre. Ok. 3,5 avec une norme de mémoire qui monte jusqu'à 16. Oui, hein, ben, par rapport à là, je les ai Non, copiés, mais mais par rapport à en la gros, norme, les c'est gens ça. en Occident, aux États-Unis, en France, avec une alimentation occidentale, sont entre 12 et 16. Et Mm. au-delà de 16, ça va commencer à être l'alerte. Là, tu vas commencer dans les prédiabétiques, des choses comme ça. Ouais. Résistance à l'insuline, ça peut monter jusqu'à 20, 24, etc. Et donc, toi, en régime cétogène, tu as 3. Non, qu'est-ce que tu m'as dit? 4? 3,5. 3,5. Voilà, c'est juste pour donner une Ouais. idée qu'en gros, quand on passe sur un régime cétogène, on divise par 4, 5 sa quantité d'insuline. Et ça, c'est extrêmement Ouais. important parce que l'insuline est un médiateur important pour la prolifération des cellules cancéreuses, pour les maladies neurodégénératives, etc. Et donc, imaginez-vous, vous divisez par 4, 5 la quantité d'insuline produite. Voilà. Ouais, ouais. Voilà vos besoins d'insuline. Voilà, le pancréas s'adapte. Ouais, ouais, voilà. Et voilà, hémoglobine glyquée 5,4. Donc voilà, tout allait bien, quoi. Mm. Et ton hémoglobine glyquée, tu avais un autre chiffre dans le passé? Non plus. Ok, Non, 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 d'accord. non. C'est intéressant Non, de non. voir Oui, l'évolution. sinon, c'est vrai que ça aurait été intéressant de comparer, mais Ouais. Par rapport à ouais, ce que tu fais, il est tout à fait envisageable que dans 6 mois, par exemple, elle soit à 5, voire en dessous 5, 4, 8, 4, 9, 5, ouais. 5. Voilà. Mm. Voilà. Sinon, donc, par rapport aux bienfaits. Alors, donc, j'ai quand même une stabilité de l'humeur que Mhm. j'avais pas à ce point, on va dire. Je suis moins sensible aux fluctuations émotionnelles, on va dire, ou des choses comme ça. J'avais quand même des douleurs lombaires régulièrement, c'est-à-dire que, je sais pas, une fois tous les 2 mois, pendant quelques jours, bah, je pouvais me réveiller tordue, quoi. Je me Mhm. levais, j'étais tordue. Et donc, j'avais une sorte de poussée inflammatoire. Je sais que j'ai de l'arthrose au lombaire, donc j'avais une sorte de poussée inflammatoire que Mhm. je n'ai plus. J'ai plus la poussée inflammatoire. Alors, je peux me sentir un petit peu raide, mais j'ai plus jamais le réveil où je suis tordue pendant enfin, assez longtemps dans la matinée, quoi. Après, j'avais une sorte de test. J'avais un auriculaire l'hiver. Eh ben, l'articulation devenait toute rouge, hypersensible. Et des fois, Mhm. la dermato me donnait de la crème à la cortisone pour faire diminuer ça. Cette année, plus rien. Mhm. Alors que je l'ai eu plusieurs années d'affilée, là, ces derniers temps. Beaucoup moins frileuse. Mhm. D'ailleurs, les gens, ils sont toujours étonnés, d'ailleurs. Voilà, tout ça. Bon, la sensation d'hypoglycémie, jamais, 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 évidemment. Ma peau, elle est plus hydratée. Mhm. J'avais tendance à avoir la peau plus sèche. Et voilà, alors moi, mon point noir, c'est le sommeil. Ah. Voilà, le sommeil. Le sommeil depuis très, très longtemps, hein. Depuis très longtemps, parce qu'il y a eu une période de ma vie où j'avais des crises d'angoisse. Mhm.
et où on m'a donné des antidépresseurs pour les gérer, on va dire. Et alors, ces antidépresseurs, ça me faisait dormir. Mais quand j'ai arrêté, chaque fois que j'arrêtais, en fait, après, il y avait une sorte d'inertie, on va dire, hein, de demi-vie, je ne sais pas comment ils appellent ça, pendant quelques mois. Et après, hop, je commençais à avoir des difficultés au niveau du sommeil, des difficultés d'endormissement surtout. Et là, alors, j'aurais tendance à dire que ça s'améliore. C'est-à-dire que de temps en temps, si vraiment j'ai une nuit ou deux d'insomnie, ça pouvait aller jusque-là, quoi. Bah, du coup, j'étais obligée de prendre quand même un demi-anxiolytique pour enrayer la chose et pour pouvoir me sentir suffisamment bien, on va dire. Et là, ben, c'est presque plus jamais. Même si j'ai encore des nuits où je vais m'endormir plus tard ou quoi, j'arrive quand même à dormir dans la nuit. Et puis, sinon, il y a aussi des nuits où je dors, on va dire, correctement. Bon, alors là, ça fait pas longtemps que j'ai une montre. Moi, j'ai pas la bague, mais j'ai une montre qui enregistre le sommeil et tout ça. Donc, je vois que j'ai quand même une quantité de sommeil profond qui est pas trop mal, mais qui est entrecoupée. Voilà. Je me méfie des montres. Enfin, j'ai pas d'action, d'action sur Oura Ring. Ça fait 8 ans que j'en parle. Toute la Seto Academy, je l'ai fait avec. J'ai expliqué. J'avais fait une vidéo sur notre site qui a au moins 7 ou 8 ans sur le sommeil. J'avais parlé du livre du docteur Walker, Pourquoi nous dormons, qui est indispensable à lire. Il est traduit en français. Il a été traduit dès sa publication en anglais. Donc, il est en français depuis 7-8 ans maintenant. Qui t'explique que quand tu prends des molécules pour dormir, en fait, tu dors pas. C'est un anesthésiant. Mais concrètement, le cerveau, il ne fait pas le travail du sommeil. Et on peut le mesurer avec les ondes cérébrales qui ne sont pas présentes, en fait. Donc, tu es anesthésié, mais tu n'as pas dormi. Et le problème des montres, tu sais, moi, j'ai des montres, j'ai des Garmin, j'ai tout un tas de trucs. Les algos ne sont pas bons. C'est-à-dire que Garmin me sort 4 heures de sommeil profond, Oura me sort 2 heures. L'écart. Et en plus, me donne des informations au moment où je dormais, alors que je ne dormais pas. Donc, c'est pas fiable. Ah oui, d'accord. Il y a des études scientifiques qui ont été faites pour mesurer tout ce genre d'appareil versus l'appareil professionnel que tu as dans une clinique du sommeil. Et les algos et les mesures les plus précises, aujourd'hui, c'est Oura. Peut-être que plus tard, il y aura quelque chose d'encore plus révolutionnaire et plus précis, mais aujourd'hui, c'est Oura. Donc, l'important, c'est d'avoir les bons métriques, parce que si on te dit tu fais 2 heures de sommeil profond, en fait, tu fais une demi-heure, c'est pas bon, ça sert à rien. Ouais. Et le sommeil, c'est vraiment, pour moi, c'est aussi important que la nourriture. Tu parlais de la maladie, etc. Quand tu es un sportif, le sommeil, il est aussi important que l'entraînement. Si tu fais un super entraînement, que tu as tout un tas de machines, des coachs, des compléments, etc., mais que tu as un mauvais sommeil, tu vas foirer. C'est vraiment super important, ce n'est pas négligeable. Et aujourd'hui, tu vois, au niveau sociétal, c'est négligé. Par exemple, on va dire oui, alors lui, non, il est travailleur, hein, il dort que 2 heures par nuit, hein, c'est bien, hein, c'est un bon gars. Hein, comme si la variable ajustement sommeil, elle était valorisée de notre société. Sauf qu'au niveau de notre santé, c'est une catastrophe. C'est 8 heures de sommeil par nuit, tous les jours. Ce n'est pas négociable. Et le sommeil profond, l'idéal, c'est de viser autour de 2 heures. Si c'est 3 heures, c'est mieux, mais 2 heures, c'est bien. Et le vrai problème aujourd'hui, c'est que on a plein de choses qui vont venir entraver ça. Le stress de notre quotidien. Si on est très stressé, si on a un naturel qui va vers le stress, etc., on a un niveau de cortisol trop élevé. Cortisol trop élevé égale on ne fait pas dodo. C'est obligatoire. Le cortisol, il est là pour nous maintenir éveillés. Donc, si on est stressé, cortisol élevé, on n'est pas fait pour dormir. Tu vois, les soucis du soir, par exemple, si vous lisez des choses qui sont un peu compliquées, vous apprenez des choses le soir, votre sommeil, il est brisé. Votre cerveau, il n'est pas sur dormir, il est sur essayer de comprendre ce qu'on vient de lui dire. Pareil avec les problèmes de lumière bleue. La lumière bleue, c'est un signal qui nous indique qu'on est le jour. Donc, on est réveillé, on ne s'endort pas. J'ai acheté les lunettes rouges. Et c'est vrai qu'on sent quand tu les mets, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mais carrément. Au bout de 10 minutes, on sent qu'il y a eu une baisse de niveau d'énergie. C'est pas, et encore une fois, j'ai pas d'action chez eux, hein, mais concrètement, quand tu mets ça, tu filtres 100% de la lumière bleue. Voilà, c'est super important parce que la lumière bleue, c'est le signal qui te dit c'est le jour, il faut se réveiller. Si on est dans une société normale, c'est-à-dire sans électricité, il fait nuit à 6 heures en Corse, au pire, tu vas avoir une bougie qui va avoir très très peu de lumière bleue. Naturellement, tu vas t'endormir à 8 heures. L'être humain, il est câblé pour ça.
Aujourd'hui, notre technologie, écran d'ordinateur, tablette, lumière à économie d'énergie, etc., nous bourre de lumière bleue qu'on devrait avoir le matin pour nous réveiller. Donc, on n'est pas disposé à nous endormir. En plus, ça supprime la lumière bleue. Ça, c'est une catastrophe. J'avais fait un non-article sur notre site il y a 7 ou 8 ans déjà. J'avais expliqué que la lumière bleue supprimait de façon radicale la mélatonine. Chez un adulte, tu t'exposes à 22 heures avec de la lumière bleue, c'est 90% de mélatonine supprimée. Chez un enfant, c'est 100%. Pourquoi ? Parce que son cristallin est moins opaque que celui de l'adulte. Il est plus neuf. 100% de mélatonine supprimée. Et si tu veux faire un bon concert, supprime la mélatonine. Radical. C'est documenté depuis longtemps, ça. Bon. Donc, le sommeil, c'est pas un petit sujet et il faut, pour moi, mettre en place une sorte d'hygiène du sommeil, essayer de comprendre d'où viennent les problèmes. Est-ce que c'est une exposition à la lumière bleue le soir ? Est-ce que c'est un stress chronique ? Si c'est un stress chronique, le cortisol se mesure avec des petites bandelettes salivaires. Ça, sur Amazon, en pharmacie, etc. Et l'idéal, c'est de faire un petit suivi sur la journée. Ça te permet de voir le matin où tu en es, 1 heure après où tu en es, voir si tu as un bon pic le matin, et puis voir si ça descend bien toute la journée jusqu'au soir. Si tu as des niveaux de cortisol trop élevés le soir, endormissement impossible. Même chose avec des gens qui s'endorment, mais qui à 2-3 heures du matin, ça y est, ils ne peuvent plus dormir, parce que leur niveau de cortisol du matin vient s'ajouter à celui du soir, qui était déjà trop haut, et hop, réveil. Voilà. D'accord. Donc, le management du cortisol, c'est... la mise à la terre permet de faire rapidement descendre le cortisol. On a des études là-dessus, c'est radical. C'est une façon d'aider à ça. Il y a plein de solutions. Et c'est une hygiène du sommeil, en fait, une routine du sommeil. Ouais. Bon, de toute façon, je vois que ça va vers le mieux, en fait. Donc, donc j'ai confiance dans l'amélioration qui sera sans doute progressive, mais comme j'ai quand même le sentiment de revenir de loin, on va dire. Donc voilà, ça va sans doute pas se régler du jour au lendemain, mais voilà. Je comprends. Ouais. Je comprends, mais c'est vraiment une priorité pour toi aujourd'hui, le sommeil. J'en ai conscience. Hein. De toute façon, ça change complètement la vie. Hein, si on a mal dormi, c'est atroce. Hein, mais les gens se rendent... Franchement, je veux vraiment attirer, je ne veux pas insister. Je n'ai pas d'action dans Sommeil Inc. Hein. Il y a 10 ans, sur Eat Fat to Be Fit, quand on commençait, j'avais fait une infographie. Les gens n'ont vraiment pas compris ce que j'ai dit. Et je leur ai dit, voilà, scientifiquement documenté, vous prenez une personne, vous la privez de sommeil. Vous prenez une autre personne, vous la privez d'eau. Et vous prenez une troisième personne, vous la privez de nourriture. Laquelle décède en premier ? Ouais. Et 90% du temps, les gens disent, l'eau. Ouais. Eh bien non, le premier qui décède, c'est celui qui est privé de sommeil. C'est vrai. Et oui. Et donc, concrètement, si vous faites ça, il y a de fortes chances que vous mouriez de septicémie. Parce que concrètement, c'est quoi qui te tue ? Moi, j'aime bien savoir pourquoi la personne est morte. Quelle a été la défaillance d'organes ? Quel a été le déséquilibre qui fait que tu es mort ? Septicémie. Hyperperméabilité intestinale. Les bactéries intestinales rentrent dans la circulation sanguine. Septicémie. Il faut à peu près 11 jours. 11 jours de privation de sommeil. Donc, c'est sérieux, le sommeil. Oui. Ça rend fou, hein, ça rend fou, le manque de sommeil. Complètement. Ouais. Donc, tout ce qu'on peut faire pour aller dans ce sens-là, il y a des suppléments qui marchent très bien aussi. Peut-être faut mesurer, il faut regarder le cortisol, etc. pour voir et vraiment identifier le problème pour retrouver un bon sommeil. Et là, je prends du magnésium. J'ai pris pas mal aussi de compléments GABA. Voilà, bon. J'ai l'impression que je suis assez hermétique à tout ça, mais enfin bon, je suis pas très sensible. Non, mais tu sais, les suppléments, je peux te sortir, je sais pas, 20 000 références. Alors, 20 000 références, c'est t'as tout. Moi, j'habite aux États-Unis, j'ai tout ce que je veux, y compris même des choses que je peux faire fabriquer. Ok, c'est bien, mais il faut savoir pourquoi tu les utilises vraiment précisément. Il faut savoir les mesurer, il faut connaître les formes. Parce que une forme, tu peux par exemple avoir un problème avec, je sais pas moi, une molécule. Tu te dis, tiens, je vais la prendre en supplément. Sauf qu'entre le moment où tu la prends en supplément et le moment où c'est dans la circulation sanguine, ton intestin est passé par là, ton foie est passé par là, la molécule est détruite en fait. Ce que tu as pris, ça n'a servi à rien. Donc, il y a plein de choses à regarder en détail, c'est compliqué. Oui, bien sûr. Les GABA, l'important, c'est
en tant que neurotransmetteur, favoriser une production endogène. C'est toujours au mieux, si tu veux, de favoriser une production saine de tout dans ton corps plutôt que les amener. C'est vraiment le dernier cours, les amener. Oui, puis est-ce que les amener, du coup, ça n'empêche pas la production endogène? Ça dépend. Ça dépend des molécules. Tu as des molécules qui ont des boucles de rétroaction, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu l'amènes, la production endogène s'arrête. Et puis, il y a des molécules qui n'ont pas de boucle de rétroaction et ça vient s'ajouter. Et par exemple, la mélatonine, si tu prends de la mélatonine, il n'y a aucune boucle de rétroaction, il n'y a pas d'arrêt de production de mélatonine et il n'y a pas de sevrage, il n'y a pas de. Tu peux prendre de la mélatonine, arrêter la mélatonine. C'est une molécule simple. Voilà. Et pour d'autres molécules, je sais pas, je pense immédiatement à la testostérone, oui, il y a des boucles de rétroaction. Ouais. Ça dépend des cas. Mais retrouver un bon sommeil devrait être une priorité dans nos sociétés parce que c'est un carnage. Ouais. Non, mais ça c'est sûr. Puis on s'en rend compte. Hein. Puis on sait que c'est ce qui favorise la régénération des tissus. Tout à fait. Testostérone, hormone de croissance, ne fonctionne que à ce moment-là. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps avec un chercheur français, professeur de médecine, qui fait une étude sur le régime cétogène et la maladie d'Alzheimer. J'ai parlé des ondes cérébrales spécifiques du sommeil profond qui activent le système lymphatique, qui est notre système de nettoyage du cerveau. Donc concrètement, on a des molécules qui sont créées dans notre cerveau et qui sont nettoyées la nuit grâce aux ondes uniquement de notre sommeil profond, pas les autres phases, pas le sommeil paradoxal, le sommeil profond, qui active le système lymphatique pour sortir ces molécules de notre cerveau. Si tu supprimes le sommeil profond, tu supprimes le système de nettoyage. Oui. C'est radical. Donc, c'est pas une option. Ouais. C'est vrai que tout ça, on ne sait pas. Hein. C'est documenté scientifiquement, mais les médias ont beaucoup intérêt à parler littéralement de conneries sans intérêt pour faire des gros titres parce que ça fait des putaclics et les gens partagent, plutôt que des choses intéressantes et utiles. Oui, c'est vrai que... Mais c'est là scientifiquement depuis 25 ans, depuis la découverte du système lymphatique. C'est là. C'est juste que les gens ne partagent pas. Ouais. Voilà, donc sinon... Marie, peut-être, je ne sais pas, ou tes activités physiques, peut-être que tu veux parler de ton sport, parce que tu m'as parlé de marathon tout à l'heure, tu as l'air d'être quand même une sportive. Comment ça se passe avec le régime cétogène? Là, la course à pied, j'avais arrêté parce que j'ai dû subir une intervention au genou, une arthroscopie, donc là, je reprends tranquillement, on va dire. Et sinon, là, je vais... Tu vois pas que la mer est belle, je me baigne même en hiver. En fait, depuis le Covid, voilà, on se baigne toute l'année, quoi, on va dire. Donc ça fait vraiment énormément de bien. Et l'année dernière, on est même parti à la neige. Et comme il n'y avait pas de neige, on était à côté du lac du Bourget, on a été se baigner au lac du Bourget. Les vertus des bains froids. Ouais, voilà. Donc ça, c'est vraiment, ça a été une révélation quand même pour nous. Et puis sinon, je fais beaucoup d'entretien physique avec un coach en ligne, on va dire. Voilà, des choses comme ça, les poids, voilà, ce qu'on peut appeler du fitness, je ne sais pas, un peu ce genre de choses, et beaucoup de randonnées, ou de rando-courses. Pas mal de trucs sur les sentiers, quoi. Avec du dénivelé un peu en Corse, quand même, vous avez de la chance. Voilà, oui, c'est pas plat. Oui, on est quand même assez actifs. Ouais. Et donc, du coup, tu m'as dit que ton mari partageait maintenant... Alors, mon mari, il a souvent... on a toujours été, comment dire, adepte de l'hygiène alimentaire. Voilà. Et alors, lui, il est vraiment attiré. C'est-à-dire, il dit, je vais le faire. Et il y a eu un portrait keto où il y avait le mari d'une dame qui s'y est mis. J'ai trop adoré parce que ça aurait pu être un peu lui, c'est-à-dire le pain, jamais je vais pouvoir me passer du pain, le bon pain au levain, justement, tout ça. Il y a un jeune qui fait du bon pain au levain ici. Enfin, bon, bref, non, je vais pas pouvoir et tout ça. Puis boire mon verre de vin rouge, tout ça. J'ai dit, mais en fait, si tu peux. Et tu peux. Le pain, non, mais le verre de vin, tu peux en prendre un de temps en temps, c'est pas grave et tout. Et donc, ce qui se passe là, c'est qu'il s'est mis à manger quasiment autant de viande que moi, de toute façon. Et il a quand même, par contre-coup, diminué des glucides.
C'est-à-dire qu'il mange beaucoup moins de pain. Avant, le week-end, il allait s'acheter des brioches, des choses comme ça. Il n'y va plus. Donc, il est quand même, on va dire, il s'oriente vers le low carb, mais je sais qu'il a envie de passer en cétogène. Comme je lui ai dit, tu t'essayes un mois, c'est pas une prison, quoi. C'est-à-dire que tu peux en sortir quand tu veux. Ouais. Des fois, on a l'impression que les gens, quand parce qu'ils s'intéressent, les gens, ils ont comme s'il y avait une crainte que c'était comme une condamnation, enfin, je ne sais pas, quelque chose comme ça, alors que la liberté, elle est totale, on va dire. Voilà. Et puis, on peut y aller aussi de façon avec plusieurs gradients, par exemple. Ouais. Je sais pas, quand tu identifies vraiment un aliment que tu adores et c'est vraiment très, très difficile pour toi, bon, tu passes tout en cétogène. Les fromages, les crèmes, les viandes, les légumes réduits en glucides, etc. Puis tout d'un coup, tu te dis, ah non, mais là, moi, le pain, je ne peux pas. Bon, tu t'achètes une boule de pain. Tu l'as fait couper en 7 tranches et puis tu te dis, une fois par jour, je mange une tranche de pain. Voilà. La boule de pain te fait ta semaine. Tu l'amènes à un torchon. Tu vas voir que pendant 3, 4, 5, 8, 10 semaines, tu vas faire ça. Et puis au bout de 8, 10 semaines, tu vas te dire, finalement, je peux peut-être m'en passer ou j'ai pas eu le temps d'aller en chercher, il n'y en a pas. Est-ce que ça me prive? Tu as réduit de 90% ta quantité. Ouais. Tu gardes volontairement les 10%. Et puis, tu fais ça pendant quelques semaines, puis tu te dis, au bout de 2 mois, ah bah finalement, cette tranche de pain, j'en ai plus tant envie que ça. Et là, tu l'as fait supprimer. Et tu as réussi, en fait, par des petits pas. Complètement. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on se déshabitue vraiment de. Enfin, moi, le pain, j'aime beaucoup ça. Enfin, j'aimais beaucoup ça aussi, hein. Surtout le bon pain. Hein. Ça faisait longtemps qu'on n'achetait plus de baguettes, hein. Mais le bon pain au levain, tout ça, franchement, c'est délicieux, quoi. Mais c'est vrai qu'on se déshabitue de choses incroyables. Enfin, moi, les fruits et le pain, même les pizzas. Pour faire simple, c'est l'idée que tu adores quelque chose et volontairement, tu vas t'en priver, qui est frustrant. Donc, se dire, je réduis de 80 à 90%, mais je garde. Et puis, dans une deuxième étape, bah, je me laisse l'opportunité de pouvoir m'en débarrasser complètement. Alors que si tu le fais d'un coup, que tu le supprimes alors que tu l'adores depuis des décennies, tu en manges tous les jours, c'est peut-être trop frustrant en fait. L'important, j'arrête pas de le dire, hein, la réussite du régime cétogène, c'est de le réussir sans frustration. S'il y a frustration, c'est pas tenable. Tôt ou tard, vous allez craquer. Ouais. Donc, il faut plutôt y aller progressivement pour que l'envie passe naturellement. Et si l'envie passe, vous n'aurez pas de frustration parce que de toute façon, vous n'aurez plus envie. Voilà, en tout cas, il est convaincu des bienfaits que ça peut apporter, hein, ça c'est sûr. Parce qu'en fait, il est kiné-ostéo et donc il en parle même à ses patients. Et ses patients, il y en a qui m'appellent pour me demander des petits trucs et tout. Donc je les oriente vers It's Fat to Be Fit. Et puis aussi le site du docteur Dufournet, enfin, la chaîne YouTube, ça c'est quand même hyper intéressant. Et puis aussi la jeune femme là qui est rhumatologue que tu as interviewé aussi, qui est en Belgique. Bickman, docteur Bickman. C'est Bickman, je confonds. Ouais, ouais, vraiment. Okay. Enfin voilà, donc il est convaincu que c'est. Il n'ose pas encore se lancer, mais bon, je pense que il va le faire. J'ai plusieurs interviews de kinésithérapeutes et d'ostéopathes sur la chaîne aussi. Et il y en a plein. Moi, j'ai formé plus de 100 professionnels de santé au régime cétogène. Et c'est vrai que tout ce qui est ostéo, kiné, avec les problèmes d'arthrose, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Ça intéresse tout ce qui tourne autour de l'inflammation d'une manière générale. Ouais. Ouais. Et puis toutes les maladies neurodégénératives aussi, hein, Parkinson et compagnie. Oui, bien sûr, mais là, le problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment de gens formés en France. J'arrête pas de le dire, il y a entre 20 et 30 ans de retard, et je pèse mes mots, hein, ça rigole pas, quoi. Que ce soit en termes de molécules, de prise en charge, de connaissances, personne n'est formé, quoi. Donc, à moins d'avoir des moyens d'aller à l'étranger, sinon, les gens sont seuls. Et comme souvent, c'est pas un moment simple pour apprendre la quantité d'informations à avaler quand on est malade, et c'est pas le bon moment, quoi. On n'est pas disponible psychiquement, on va dire. Voilà. Tout à fait. Et on est dans l'urgence, on peut se faire accompagner, en fait. On n'a pas le temps de le faire par soi-même. Donc, Et puis souvent, les gens qui sont malades, justement, ils craignent d'être en désaccord avec le médecin qui les suit.
Bien sûr. et de se faire presque rejeter ou Oui. réprimander, des choses comme ça. Donc, Oui. ils sont un peu en porte-à-faux. Mais C'est vrai que ouais, c'est pas des légendes, hein. ouais, J'ai publié des témoignages justement avec des personnes qui m'ont dit clairement, j'ai fait un régime cétogène pour mon diabète de type 2. Mon médecin m'a dit, si vous arrêtez pas votre régime, c'est pas la peine de revenir me voir. Mais c'est du concret, ça, hein. C'est des vrais témoignages, quoi. C'est pas des carabistouilles, hein. ah C'est ouais, réel. ouais, 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 je sais, c'est Donc, ardent. il faut avoir une force de caractère immense pour aller contre ça, Mm, en disant: «Oh, c'est mon corps, c'est mon choix, je fais ce que je veux. Si tu es pas mm, compétent pour m'aider, je vais aller en voir un autre». Ouais, ouais, c'est ouais, ouais. Et c'est vrai que le mieux, c'est quand même de s'y intéresser avant, parce que c'est vrai qu'au moment venu, quand on est un peu dans le feu de l'action, ben, c'est difficile de tout changer, quoi, de changer son alimentation et tout. Bon, il y en a qui le font, mais je pense que c'est tu plus sais, compliqué. ça fait honnêtement, j'avais pour espoir de changer les choses quand j'ai commencé avec KitFat il y a 10 ans. J'ai perdu tout espoir. J'en ai plus. La réalité me prouve que ça sert à rien, Mhm. quoi. Heu, j'ai vu, heu, j'ai vu ma mère avec un glioblastome. Il y a 4 500 personnes, touchées par un glioblastome en France. J'ai vu que le régime cétogène, il était même pas capable de percer dans les unités qui traitent les glioblastomes, la Salpêtrière et d'autres en France. Ils en ont rien à foutre, alors que c'est scientifiquement documenté depuis longtemps. On a des choses formidables avec ça. OK, ça marche pas. L'obésité, on n'en parle même pas. Tu as 10 millions de personnes obèses en France, tout le monde s'en fout. Tu as 60 000 chirurgies bariatriques par an. C'est un carnage avec des gens qui sont de fait handicapés. À partir du moment où tu commences à leur faire certains types d'opérations, tu les rends handicapés. Mhm. Tout le monde s'en fout. Moi, je les récupère après en régime cétogène. Parce que l'opération, en plus, elle sert à rien, mais tu reprends ton poids. Ouais, Très ouais. bien. Tu t'aperçois que c'est la même chose avec le diabète de type 2, l'hypertension, etc. C'est un blackout médiatique complet. Les réseaux sociaux sont totalement contre nous. On voit la gestion algorithmique des réseaux sociaux fait que ce genre d'information ne sort pas. On Mhm. peut rien faire, en fait. C'est verrouillé. Ouais, Donc, ouais. moi, je trouve ça très stupide. 99% des pathologies, vous les virez comme ça. Il faut des médecins formés, informés, qui mettent en place une approche métabolique contre les pathologies. Mhm. Ça n'arrivera jamais parce que ça rapporte pas de sous, ça rapporte pas Non. d'argent. Tu vas pas inverser autant de milliards. Regarde, tu prends le diabète de type 2 aux États-Unis, c'est 420 milliards de dollars par an. Mhm. Est-ce que tu crois que quelque chose de magique va arriver pour effacer ces 420 milliards? Non. Bah oui. Bah, C'est c'est une comme le machinerie. jeûne, hein, on n'en fera jamais la promotion, hein. Ben, tu vois, moi j'ai étudié le jeûne parce que forcément c'est partie intégrante du régime cétogène. La cétose, donc pas nutritionnelle, mais par le jeûne. Les cliniques de jeûne en Union soviétique dans les années 60, tu n'as jamais vu ça en Europe. Tu n'as Non. jamais vu ça aux États-Unis, tu vois? Parce Mhm. que ils font des cliniques en fait pour inverser, par exemple, tu as des cliniques qui étaient spécialisées en psychiatrie où ils inversaient les schizophrénies grâce au jeûne dans les années 60. Ouais. Aujourd'hui, en 2025, en Occident, tu as toujours pas ça, hein, Non. tu vois? En Allemagne, quand même. En Allemagne, hein. Allemagne de l'Est, peut-être, si tu veux. Il y a vraiment l'Allemagne, il y a un peu à couper en deux pour plein de choses, hein. Par exemple, sur les Mhm. champs électromagnétiques, etc., la médecine de Tesla, tout ça. Tout le bloc soviétique, l'ancien bloc soviétique, était très au courant, et l'autre côté, non. Alors après, bien sûr, tu as certaines cliniques réservées, entre guillemets, pour des gens très Fortuné. relativement riches, qui ont beaucoup de Ouais, moyens, où là, ils sont parfaitement au courant de toute cette technologie, hein. Tu prends, par exemple, l'hyperthermie contre le cancer. Personne ne sait ce que c'est, hein. Pourtant, l'hyperthermie, c'est très documenté au niveau scientifique. L'Allemagne avait, certaines cliniques privées en Allemagne l'avaient utilisé contre le cancer, etc. Elle l'utilise toujours d'ailleurs. En France, pas une ligne. Aux États-Unis, pas une ligne. Donc, le problème, il est financier. Et puis, les gens, si tu veux, sont préoccupés par d'autres choses que par leur santé, par la nutrition, etc. Ils s'y intéressent que quand ils tombent malades. Mhm. Avant, Ouais. voilà. Si je vous parle de glioblastome et de régime cétogène, tout le monde s'en fout. Jusqu'au jour où on vous dit que vous avez un glioblastome. Là, ça devient intéressant pour vous. C'est Mhm. ça, malheureusement. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, ouais. C'est vrai que on va pas vraiment dans le bon sens. Non. Non, c'est toujours le problème des intérêts économiques qui guident, si tu veux. Le Mhm. régime cétogène ne peut pas être rendu populaire par l'industrie, par le système, par les médecins, etc., parce qu'il ne génère pas d'argent. Mhm. Donc,
C'est pas avec le régime cétogène que tu vas envoyer des médecins en congrès sur une île paradisiaque, tout compris. Non, ça. Ben oui, je sais. Ouais. Alors que finalement, dans la nature, on a quand même l'essentiel pour être. On a tout. Ouais, voilà. Ouais. On a tout. L'approche métabolique, en fait, elle est simple. Hein, c'est retrouver un mode de vie sain, un sommeil de qualité, une nourriture nourrissante avec beaucoup de micronutriments et peu de glucides. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. La recette, elle est là, en fait. C'est pas. Voilà, on est fait pour vivre au soleil. Vitamine D, quand tu vois le carnage sur la vitamine D, des milliards de personnes sur Terre en carence de vitamine D, y compris à l'équateur, y compris sous les tropiques. Enfin, c'est délirant, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'on en parle peu. Hein. Oui. Ouais, d'ailleurs, on la teste que si on nous demande que si on demande soi-même de la faire tester, quoi. Non, mais vitamine D, vous allez sur PubMed, hein, j'arrête pas de le dire, croyez personne, allez sur PubMed, vous tapez juste vitamine D, vous avez en moyenne entre 90 et 130 nouvelles études scientifiques par semaine. Par semaine, qui viennent s'ajouter aux centaines de milliers déjà produites. Donc, à un moment donné, c'est juste une organisation pour pas que ça se sache. Voilà. Que ce soit les cancers, que ce soit toutes les maladies. Ils ont même mis en évidence, il n'y a pas très longtemps, que les gens qui se sont fait injecter Covid, ils ont stratifié les cohortes pour se rendre compte que ceux qui avaient une vitamine D dans les choux faisaient beaucoup plus de myocardite que ceux qui avaient une vitamine D dans la norme. Juste des niveaux de vitamine D en adéquation pour la santé contre un produit qui va favoriser les problèmes cardiovasculaires, problèmes de myocardite en particulier. Ben, on nous incite même à se protéger du soleil. Hein. C'est là l'hérésie, en fait. Hein. D'ailleurs, on l'a vu avec toutes ces conneries de confinement qu'il y a eu dans les années 2020. Il y a eu des études qui sont sorties avec une explosion des pathologies auto-immunes, etc., induites par un manque de vitamine D sur des gens qui ne faisaient aucun effort pour combler le manque de soleil. Quoi. Voilà, c'est tout. C'est criminel, tout ça. Mais c'est scientifiquement documenté. Vous allez sur PubMed, la littérature sur la vitamine D. J'ai 2 livres. Ils ne sont pas donnés parce qu'ils sont faits pour les professionnels de la médecine. Ça doit être $250 les 2 livres. Il y en a pour 2500 pages. 2500 pages dédiées uniquement à la vitamine D. 2500 pages. C'est une des molécules les plus importantes et elle nous est fournie naturellement avec le soleil. Voilà. Soleil, UVB, cholestérol, vitamine D. Voilà. Ouais. Et on nous dit que c'est dangereux pour la santé. Moins vous êtes exposé au soleil, plus vous faites de cancer de la peau. Oui. C'est scientifiquement documenté. Et à la télé, on vous raconte le contraire. Il est où le problème? Suivez la science ou suivez la télé? En France en particulier, ils ont mis vraiment les plus demeurés de médecins corrompus sur les plateaux télé qui désinforment massivement les gens y croient, ils tombent malades. Très bien. À moi, la télé, elle est éteinte. Elle est voilée, en fait. Il y a un paréo par-dessus. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, sinon c'est... Non. Ouais. C'est pour ça que les portraits keto avaient vraiment un rôle à jouer pour montrer que nous étions nombreux pour tous les objectifs, tous les âges, partout dans le monde. La Ceto Academy, j'ai formé des gens sur les 5 continents. C'est rigolo parce que il y a des gens en Afrique, il y a des gens en Australie, il y a des gens en Polynésie, il y a des gens en Amérique du Sud, etc. Donc, ils le vivent différemment avec des ingrédients différents, etc. Et ça montre en fait que c'est simple, durable. Les gens sont heureux, retrouvent une bonne santé, simplement avec quelques arbitrages dans l'assiette. Fin d'histoire. Complètement. Ouais, c'est dommage. C'est vrai que quand on dit aux gens la quantité de viande qu'on mange et des choses comme ça, mais ils se disent c'est pas possible et tout. C'est le cholestérol et tout ça. Enfin, bon, bref, mais bon, il y a toutes les connaissances à reconstruire, à déconstruire les anciennes, enfin les croyances, pas les connaissances. Les croyances, voilà. Oui, des mythes, des légendes qui tuent des gens. C'est ça. Et ramener de la science. Voilà. Oui, tout à fait. La pression de propagande, elle a été énorme en termes de graisse et graisse saturée, cholestérol sanguin ou cholestérol alimentaire avec les œufs, etc. Tout un tas d'âneries qui ont même été vulgarisées à de hauts niveaux. Des professeurs de médecine qui passent à la télé et qui t'expliquent que les glucides sont indispensables à la vie.
tranquillement. Celui-là, il faut le prendre, il faut lui déchirer son diplôme tout de suite, lui interdire d'enseigner parce que c'est un menteur. Il y en a eu plein des comme ça, bien sûr. Le sel, c'est la même chose. Tu avais l'étude pure qui nous montre de 2017 ou 2018, j'avais publié sur notre site, qui montre l'optimum sur des cohortes qui ne sont même pas en keto, l'optimum de sel. Et tu vois tout ce qui se passe quand les gens ils en mangent moins, etc. Plus tu dis aux gens de retirer le sel de leur alimentation, plus ils ont des problèmes. C'est scientifiquement documenté, donc il faut être complètement con pour lutter contre le sel. Le problème, c'est les glucides, c'est pas le sel. Ouais. Et il y en a plein des comme ça. Et donc, amener des connaissances à des gens qui n'ont pas demandé à les avoir, et bien forcément, c'est un mur. Tu as dû l'expérimenter peut-être avec tes proches, ta famille, dans des discussions. Quand tu dis ce que tu fais, comment ils le prennent? De toute façon, nous, comme on a toujours été un peu discordants avec l'alimentation, parce que le crudivorisme aussi, il fallait assumer. Hein. Tout à fait. Donc, moi, de toute façon, au début, j'ai essayé de convaincre. Mais bon, après, je me suis dit, si les gens demandent, je réponds. Mais sinon, c'était presque pas à se disputer, mais presque, quoi. Donc là, il faut laisser tomber de toute façon. Et par contre, moi, dès qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse, je dis, moi, si tu as besoin, si tu as des questions à poser ou n'importe quoi, il n'y a pas de problème, tu vois. Là, oui. Mais sinon, d'un point de vue social, je trouve que, on sort moins qu'avant, déjà. Donc, d'abord parce que nous, on mange des bons produits, tout ça, et même au restaurant, on va manger moins bien que ce qu'on mange à la maison. Donc, on a moins envie d'y aller. Hein. On y va parce que des fois, c'est agréable de sortir, c'est agréable d'aller au resto et tout, mais on est souvent déçus, en fait. Et après, socialement, moi, j'annonce la couleur de toute façon. Et je ne vais pas manger pour faire plaisir à quelqu'un. De toute façon, même j'ai des petits-enfants, il y a leurs anniversaires, il y a les gâteaux et tout. Je ne mange pas de gâteau. Tu fais pas un gâteau cétogène? Là, je ne sais pas s'il y en a qui en mangeraient. Hein. Donc, alors franchement, si, il y en a qui... Enfin, si tu le dis pas, ils le verront même pas. Ouais. Non, c'est vrai. Il faudra que j'essaye un de ces quatre. Nelly, elle a fait plein de miracles là-dessus. Les tartes au citron meringuées, son cheesecake, etc. Tout ça, ça fait totalement unique. Si tu le sais pas, tu le devines pas. Ouais. Je l'ai. Toujours que... Et donc, moi, faire des gâteaux qui font allusion. J'ai vu, hein, c'est magnifique. Hein, mais j'attends que mon mari soit en cétogène parce que pour faire pour moi toute seule, ça me dit rien. J'ai quand même fait, j'ai un truc avec le radis noir là. J'avais l'habitude de radis noir parce que dans le crudivorisme, je me faisais des jus de radis noir même. Enfin, c'est mon pas. Mais c'est super bon, hein, le crosti géant là. Voilà, ouais. Et non, ça c'est sûr qu'il y a de quoi faire. Hein. Franchement, c'est magnifique. Hein. Ouais. Oui, il y a surtout cette possibilité d'avoir un terrain de jeu immense en cuisine et de présenter des plats qui vont être pauvres en glucides sans même que les gens le sachent. Ouais. Vraiment, et même de façon simple, sans partir sur des préparations. Tu fais une simple panna cotta à la vanille en dessert. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple que de faire une panna cotta? Les gens, ils ont l'impression de manger un dessert, alors qu'en fait, il y a juste très peu de glucides dedans, quoi. Donc, tu peux... Il y a aussi une espèce de mousse au chocolat avec mascarpone, crème fraîche et cacao. Voilà. Trop bon. Voilà, c'est vraiment... Enfin, une mousse au chocolat, il n'y a rien de plus simple à faire. Tu peux la faire en keto. C'est transparent, les gens ne le verront pas. C'est délicieux. Hein. Ouais, voilà. Et en fait, moi qui étais quand même très habituée donc, au craquage, au craquage monstrueux style, je vais acheter des glaces en pot, là, à Gandas et compagnie. Mais depuis que je suis en cétogène, si je craque, c'est en cétogène. Voilà. C'est important, ça. Ouais, je craque en cétogène. Pour moi, c'est même plus pensable de manger un truc sucré, de pâtisserie, même pas pour rire. Ça me dit rien, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie, ça va me coûter de le faire. Et donc, ça, c'est hors de question que je le fasse à contre-cœur. Et donc, je le fais pas. Ouais. Je ne fais pas. Voilà, donc... Tu as naturellement trouvé ton doudou cétogène pour les craquages. Ouais, il n'y en a pas qu'un. J'ai fait les fat bombes aussi, c'est bon. C'est de la folie, quoi. Non, il y a de quoi faire. Hein. Mais bon, c'est vrai que si je mange de la viande à satiété et puis des bonnes
des saucisses. Le monsieur là qui tue le veau, il fait des bonnes saucisses de veau et tout ça. Après tout ça, on n'a pas. C'est bon, on est bien, quoi. On n'a pas envie on n'a pas envie d'un dessert. Et ça, c'est intéressant parce que je pense que tu as dû vraiment voir un grand changement. C'est-à-dire vraiment cette plénitude, cette satiété. J'ai mangé, j'ai plus envie d'autre chose. Vraiment ce moment de dire ah non, mais là, c'est bon, c'est fini, je veux plus rien. Ouais. Et puis, quand on considère ce qu'on a. Enfin, moi, je peux manger 2000 calories à un repas, c'est pas un problème. Et je ne suis pas lourde après. Et mon mari, si il mange à peu près, non, pas tout à fait la même chose, mais il suffit qu'il ait rajouté des féculents ou un peu de pain, et tout de suite, il sent la lourdeur avec les mêmes choses. Alors que si les fois où il ne mange pas de pain au repas, il voit tout de suite que la digestion, elle est allégée. C'est vraiment les glucides et l'alliage, le mariage glucides. Des glucides avec le reste, quoi, qui fait qu'on a vraiment du mal à digérer, quoi. Oui. Ouais. Et ça doit vraiment te changer la vie parce que les volumes de nourriture sur une approche très végétale sont différents d'une approche carnivore. Et les gens qui n'ont pas expérimenté ça, j'arrête pas de le dire, mais vraiment, si vous n'avez pas vraiment expérimenté la satiété avec un régime cétogène et en plus plutôt carnivore, vous n'avez jamais vraiment goûté la satiété. Vous savez pas ce que c'est. Non. Cette sensation des repas de fête, par exemple Noël ou d'autres, où tu vas manger pendant 5 ou 6 heures les grands repas de famille qui vont durer. Et au final, tu manges, tu n'atteins jamais la satiété. Même un bout de gâteau, tu reprends, un bout de chocolat, tu reprends. En cétogène, ça n'existe pas. Quand tu es plein, tu ne manges plus rien d'autre. Ouais. C'est vrai que pour les repas de fête, c'est parfait pour le cétogène. Bon, même au resto d'ailleurs, il y a toujours, c'est vrai qu'il y a toujours de la viande, des œufs mayonnaise. Alors du coup, oui, j'en viens à une question que je vais essayer de poser plus régulièrement. Est-ce que toi, tu as expérimenté certaines difficultés à ton niveau? Je ne sais pas, pour les recettes, trouver des ingrédients, comprendre comment ça fonctionnait. Est-ce que à un moment donné, tu as eu vraiment une vraie difficulté? Non, aucune difficulté. C'est-à-dire que, bon, moi, les aliments bruts, ça ne me dérange pas. Au contraire, moi, pour moi, ce qui est important, c'est que les aliments soient bons, que ce soit des bons légumes, de la bonne viande, du bon fromage, au lait cru évidemment de préférence, tout ça. Et à partir du moment où c'est bon, où je me régale, même si c'est pas de la cuisine, c'est pas un problème. Après, j'adore tout ce qui est doudou cétogène, faire des pancakes. Je regarde des recettes de gens qui là par exemple j'en ai vu une qui faisait une omelette avec les couennes de porc là frites soufflées. J'ai regardé la recette de Nelly, mais c'est compliqué à faire et broyer, mélanger avec l'omelette et du beurre, c'est trop bon. Le problème, c'est d'en trouver des bonnes parce que tu en as beaucoup qui sont faits avec des huiles qui sont des huiles végétales, rances. Et j'ai déjà testé en Europe en particulier, en allant en Espagne, Portugal, tout ça. Il y en a, tu les mets dans la bouche, tu recraches, tu jettes le pot parce que c'est un goût J'ai de huile. acheté sur iHerb. Alors, après, tu as une marque qui s'appelle Epic. Ah, c'est Epic. C'est Epic que j'ai acheté. Attends, j'ai pas fini parce que Epic, ils ont un paquet qui est particulier en plus où c'est frit à l'air. Ah oui. Du coup, elles sont revenues dans lipides. C'est même pas de la graisse de porc qui a servi à frire de la couenne de porc. En fait, c'est la graisse qui est à l'intérieur de la couenne qui frit à l'intérieur. Du coup, elles sont pas. T'as pas d'huile rance, t'as pas d'huile végétale, t'as aucune graisse qui a été utilisée pour les frire. Et c'est un paquet avec une bande rose. Et celui-là, du coup, c'est très léger. C'est presque un gâteau apéritif, quoi. Alors, je sais pas s'il est en ligne, s'il est sur leur site. Je l'ai pas vu celui-là. Alors, je sais pas parce que si tu veux, iHerb, c'est une société américaine. Ils ont des entrepôts au Moyen-Orient, en Asie, etc. L'Europe, c'est compliqué à livrer. Et tu as des références qui sont disponibles pour le monde entier qui ne sont pas disponibles pour l'Europe. Je n'ai pas l'explication. Donc, je ne sais pas si cette référence-là spécifique, elle est dispo chez iHerb. Mais c'est vrai que broyer, tu peux faire des choses avec. Mais même en entier, c'est même addictif parce que tu as vite fait de manger le paquet, quoi. Ah oui. Mais du coup, alors, avec l'air fryer, là, je me demandais si on pouvait pas c'était peut-être plus simple de faire les soi-même. Tu peux les faire au air fryer, mais je fais juste attention au air fryer parce que ça a été une mode avec ça. Le problème, en fait, c'est les paniers. Tu as des paniers avec des revêtements anti-adhésifs qui sont une catastrophe. Il faut impérativement un panier soit en inox, soit en verre.
mais pas avec leur revêtement de merde Ah, qui en d'accord. plus se désagrège pendant les cuissons. Leur Ah vêtement oui. noir anti-adhésif standard, là. Ouais, Ça, d'accord. c'est une saloperie, hein. Hmm. Voilà. Voilà, donc non, il y a vraiment, pour moi, c'est quelque chose de très facile, beaucoup plus facile que le crudivorisme, hein. Oui. Oui. Parce que, Déjà, tu peux manger keto partout dans le monde, hein. Tu as été en bah oui, Polynésie, tu oui, connais, oui. en Corse. Enfin, c'est pas compliqué, on peut manger keto Mm. partout, au restaurant, chez soi, etc., facilement. Oui, Le oui, bah, crudivore, il faut s'organiser, quoi. ouais. Une fois, il y a quelque temps, on est monté à Paris. À un moment donné, à midi, on n'avait pas forcément. Je suis rentrée dans une fromagerie, charcuterie. Je me suis fait couper du fromage et des Voilà. tranches de charcuterie. Je mangeais comme ça, c'est parfait, hein. Alors, mettez-moi 200 grammes de fromage et mettez-moi 300 grammes de porchetta, là, Voilà. porchetta, de saucisson. Hop, 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 et c'est bon, Ouais. parti. Et bon, T'as et fait ton puis en pique-nique plus, dans c'est la vrai rue. qu'ici, en Corse, en plus, c'est convivial, hein, la charcuterie et le fromage, c'est le spunti, nous, donc Voilà. c'est parfait, quoi. Ouais. On n'est pas Non, du c'est tout. vrai. Alors que quand j'étais crudivore végétarienne, là, je me sentais un petit peu. Bon, j'en mangeais quand même, hein, mais avec culpabilité. Enfin, c'était pas mon truc. Alors que là, c'est. Non. C'est une belle révolution et c'est un beau chemin de vie Ouais. orienté vers la recherche de santé. On peut aller dans un sens pendant un temps et puis aller dans un autre. Tu as beaucoup de véganes aujourd'hui, au bout de 10, 15 ans, qui arrivent sur des régimes carnivores. Ça fait vraiment un grand écart pour retrouver la santé, etc. Voilà, c'est un chemin de vie, quoi. Ouais, À un ouais. moment donné, il faut savoir pourquoi on fait les choses et quand on sait plus pourquoi on les fait, ben, on change. Voilà. Oui, oui. Bon, moi, j'ai eu, entre guillemets, je n'ai pas à me plaindre, c'est pas pour un problème de santé que j'ai dû être en recherche d'autre chose, mais disons que c'est aussi en recherchant un peu ce qui est naturel et logique. Hum. Et voilà, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas logiques dans certains modes d'alimentation. Par Ben, exemple, ouais. par exemple, pour le véganisme ou le crudivorisme, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre, si tu veux, cette démarche qui te dit on retourne vers le naturel avec cette extrême dépendance de l'agriculture intensive. Mm. Là, il y a un problème. Parce que quand tu es en carnivore, si tu veux, tu es en Corse, tu prends un fusil, tu vas tuer un sanglier, hop, tu le ramènes, tu as à manger pour 15 jours. Ça y est, c'est bouclé, ça, c'est naturel. Ouais. Un crudivore et un vegan a besoin d'énormément de végétaux qui sont cultivés par une agriculture intensive qui consomme beaucoup d'eau, beaucoup de produits phytosanitaires, qui tue des abeilles partout, etc., etc. Mm. Et c'est ce grand écart en fait que j'ai du mal à comprendre. Ouais. Ouais. Tu vois, tu prends par exemple, tu as beaucoup de véganes aux États-Unis, en particulier chez moi à Boulder. Tu prends les champs d'amandiers en Californie, mais c'est un carnage. C'est un carnage. Ils amènent des ruches pour polliniser les amandiers. Quand ils retirent les ruches, ils ont perdu 2/3 de leurs abeilles. Mortes. C'est tellement bourré de produits phyto qu'ils ne Ouais, reviennent parce pas. Hein. Parce qu'aux États-Unis, si tu veux, tu as des entreprises qui sont spécialisées dans les ruches, pas pour faire du miel, pour la pollinisation. Donc, ils ont des grands camions avec des milliers de ruches dessus et ils les déplacent toute l'année dans tous les États-Unis, selon les saisons et selon les récoltes. OK ? Donc, c'est un vrai business, en fait. Tu amènes des insectes pollinisateurs pour polliniser tes récoltes. Et ouais. c'est un carnage, en fait, au niveau écologique. Et j'ai du mal à comprendre que les végétariens, les véganes, comprennent pas ça. C'est pas durable, en fait. C'est totalement dépendant d'une agriculture intensive, que ce soit le soja, que ce soit le gluten avec le sétan, que ce soit tous les oléagineux pour faire des laits d'oléagineux, etc. Que ce soit tous les légumes, tout ça, c'est très intensif. Hein. On n'est pas dans l'image d'Épinal du végétarien dans sa ferme avec son jardin qui récolte, qui fait des lactofermentations. C'est pas ça en fait. Bah Ça, non. c'est 1% qui fait ça. 99%, ils sont dans les supermarchés, ils prennent des produits tout prêts, transformés, etc. Bah oui. Dès qu'on Voilà. est citadin, de toute façon, on est un peu réduit à ça, hein, si on veut être. Ouais. Voilà. Donc pour moi, il y a un problème de cohérence. Voilà. Ouais, complètement. Ouais. Mm. Voilà. Est-ce que tu veux aborder un autre sujet Je te laisse tout de suite le mot de la fin. Comme tu veux. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire, un message à la planète entière qui t'écoute?
Moi, j'ai des petits-enfants, donc j'ai un peu expérimenté mes modes d'alimentation avec eux. Je les ai une fois par semaine à midi. Et donc, quand j'étais crudivore, je les faisais manger crus. Ils arrivaient, ils avaient leur jus de légumes et tout. Mais bon, ils étaient contents, hein. Et là, donc ils mangeaient. D'ailleurs, j'ai quand même eu le sentiment que les enfants, spontanément, ils vont quand même vers des choses saines. Ça dépend. Pourtant, ils ont l'habitude de manger des bonbons et des gâteaux comme tout le monde, hein. Mais franchement, ils m'ont jamais réclamé de gâteau ni quoi que ce soit. Et là, depuis que je suis en cétogène, je me suis dit, je vais les mettre en cétogène aussi. Et donc, bon, alors, il y en a un qui adore le quinoa, donc je lui fais du quinoa à chaque fois. Mais par contre, si je fais du poisson, de la viande et tout ça, il y a toujours de l'avocat. Je leur demande toujours par quoi ils veulent commencer. Et ils commencent tous, enfin, les deux que j'ai, ils commencent toujours par les protéines. Ouais. Ça, par contre, il y a une vidéo rigolote qui tourne sur les réseaux sociaux depuis des années. C'est un tout petit, alors je ne sais pas quel âge il a, mais il a à peine un an, tu vois. Et donc, du coup, tu as alors le papa ou la maman, je ne sais pas, il lui amène un morceau de bacon frit sous le nez. Tu vois, le petit, il sent le bacon. Et hop, il met une cuillère de je ne sais pas quelle purée végétale, carottes, courgettes, je ne sais pas. Tu vois, c'est pour tromper le petit à chaque fois. Le petit, il est content. Tu vois, c'est sûr qu'il s'écarquille sur le bacon. Et hop, il mange les légumes. Et en fait, c'est cette inversion de mange tes légumes d'abord, etc. Ah oui. Concrètement, au niveau évolution, non, c'est clair que c'est les protéines d'abord. C'est ça qui est le plus important. Ouais. Et donc là, du coup, j'observe bien comment ils réagissent. Donc, ils commencent par manger les protéines à volonté et le reste, c'est s'ils ont encore faim. Très bien. Ouais. Mais les enfants, c'est ce qu'ils ont besoin d'abord. Ils ont besoin de protéines pour se construire. Les os, les muscles, les protéines sont importants. Les micronutriments qui accompagnent les protéines, de gras pour l'énergie. Les glucides, c'est plus que secondaire, quoi. Donc les végétaux, c'est plus que secondaire aussi. Ouais. Et les glucides, oui. Je me rappelle, une année, j'avais été en Chine et dans les restaurants, tout ça. Donc, il y avait tous ces plats avec beaucoup de protéines, hein, des poissons, des viandes, tout ça. Et le riz, c'était vraiment pour la faim. C'était parce qu'il y avait des gens qui habitaient là-bas qui nous avaient expliqué. Le riz, c'est vraiment si on a encore faim, on termine avec le riz. Mais c'était pas un accompagnement de. Ce que tu dis est super intéressant parce que je ne sais pas si tu as vu, mais on a une autre fraude, les gens connaissent bien, c'est le célèbre régime méditerranéen, les blue zones, donc les zones bleues avec on a identifié de la longévité. J'ai perdu le nom de l'île japonaise super connue. Okinawa, voilà, merci. Donc c'est que tu as un régime ancestral qui a été documenté scientifiquement, etc. Tout ça, c'est de la fraude. Tout ça, vous mettez tout à la poubelle. Et je vais mettre un clou dans le cercueil grâce à Elon Musk, puisque nous avons 10 millions d'Américains qui, grâce aux enquêtes Doge d'Elon Musk, ont un âge supérieur à Jeanne Calment, qui était la femme qui a vécu le plus longtemps sur Terre. 10 millions de personnes plus vieilles que Jeanne Calment habitent aux États-Unis. Bon, c'est une blague. C'est juste qu'il y a 10 millions de personnes qui fraudent au minimum l'État fédéral pour recevoir des retraites pour des gens qui sont morts, puisqu'il y a même des gens qui ont plus de 190 ans. Je savais qu'il y avait des morts qui votaient. Okay, c'est la même chose. C'est les mêmes, en fait. Ils votent et puis ils font la longévité américaine. Ils ont 190 ans. D'accord. On parle de 10 millions de personnes qui ont plus de 120 ans aux États-Unis. Bon, arrêtons la rigolade. C'est une zone bleue. Hein. C'est une zone bleue, grâce au coca et au burger. Tu vois? Alors concrètement, il y a plusieurs études scientifiques qui ont été déposées, qui ont montré que toutes les zones où on indique qu'il y a une forte longévité, il n'y a pas d'extrait d'acte de naissance. Donc concrètement, les gens disent qu'ils ont tel âge, mais il n'y a pas de preuve. Voilà, c'est ça la réalité. Et que quand tu commences à retraiter les données avec un acte de naissance clairement identifiable, ça ne marche pas. Hein. Blue Zone, c'est une entreprise qui est là pour faire du business
qui a voulu lancer ce mythe, etc. Et c'est un business juteux derrière. C'est une marque, quoi. Hein. C'est Blue Zone, avec une LLC derrière. Donc tout ça, c'est une farce. Et Okinawa, ça a été la même chose, mais de façon un peu différente, parce qu'on a beaucoup de littérature sur Okinawa. En fait, on a une littérature qui nous explique quel était le régime ancestral d'Okinawa, qui était riche en porc, en particulier, riche en poissons, riche en graisses saturées, pauvre en glucides. Quand tu prends la littérature des années 50, 60, c'est ça. Et puis après, quand tu reprends la littérature des années 2000, 2010, 2020, tu t'aperçois qu'il y a beaucoup plus de glucides. Mais ils ont extrapolé que les gens qui mangent en 2010, c'était la même chose qu'ils mangeaient depuis des siècles. Non, c'est faux, ça. Il faut gratter un peu la littérature pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de marketing et il y a beaucoup de fraude. Voilà. Pareil avec le régime méditerranéen, où pour moi, le régime méditerranéen, il n'existe pas. Et qui a voyagé peut facilement se rendre compte qu'un Portugais, un Espagnol, un Chypriote, un Marocain, un Tunisien, ils ne mangent pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Donc, on peut pas tout mélanger et mettre une étiquette, mais régime méditerranéen. Voilà. Ah non, nous, la cuisine traditionnelle corse, ce n'est pas conforme au régime méditerranéen. Hein. C'est beaucoup de viande, de poisson. Mais ça l'est, en fait. Bon, de légumes secs aussi, hein, mais... Tu prends une Selkis, par exemple, qui a voulu faire son étude sur le cholestérol, etc., pour montrer que le cholestérol alimentaire bouchait les artères, blablabla. Il a évacué tous les pays qui ne l'intéressaient pas. C'est-à-dire qu'il a eu une théorie, il y est allé, il a regardé, par exemple, je ne sais pas moi, il a été faire des mesures de regarder ce que les gens mangeaient pendant un carême. Ah bon, et le restant de l'année, ils mangent quoi? Ah oui. C'est complètement stupide, en fait. C'est une fraude scientifique. Et ça, ça est resté, c'est posé, c'est resté dans les croyances. Mais quand tu regardes précisément, déjà, quand tu prends toutes ces datas, c'est-à-dire qu'au lieu de reprendre ce qu'il a publié, tu reprends tout ce qu'il a collecté et que tu republies. Tu t'aperçois que sa théorie, elle ne tient pas. Parce que les pays qui mangent le plus de graisses saturées, par exemple, la Suisse, avec ses fromages, ils ont le moins de taux de maladies cardiovasculaires. Ça ne colle pas. Ouais. Quand tu vois, par exemple, je ne sais pas, mais tu prends un exemple précis, stéatose hépatique. Tu prends l'Italie versus la Suisse. La Suisse, ils mangent énormément de graisses saturées, en particulier crème, beurre, fromage, etc. Tu prends l'Italie, ils mangent beaucoup plus d'huile d'olive. Tu as 5 ou 6 fois plus de stéatose hépatique côté italien que côté suisse. Il faut expliquer ça. Tu vois. Donc, le régime méditerranéen, c'est une fraude parce que le bassin méditerranéen, tous les pays mangent différemment. Donc, on ne peut pas appeler ça un régime. Non. Et puis après, il faut gratter un peu dans les datas pour voir ce qui se passe. Et puis, sur la longévité, c'est encore pire parce qu'on a voulu faire croire que dans des zones, tu avais une longévité énorme. C'est juste parce qu'il n'y a pas d'acte de naissance. Ah oui. Ce n'est pas l'âge des gens. Et puis, il y a une autre fraude à l'autre bout. On ne déclare pas les morts. Comme ça, la famille touche les retraites pendant des décennies alors que les gens sont enterrés. Ça, c'est génial. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. 10 millions de personnes, minimum. Parce que j'ai pris 120 ans, si tu veux, comme borne. Mais si tu remontes avant, ça fait peut-être plus que 10 millions. 10 millions de personnes aux États-Unis sont plus vieux que Jeanne Calment. Est-ce qu'ils sont toujours vivants? C'est la question. Ouais, c'est pas mal, j'avoue. Donc, tu as le marketing, en fait, puis après, tu as les datas, les études, et souvent, la presse, aujourd'hui, fait pas. Tu n'as plus de journalistes, tu n'as plus d'informations. Les médecins de plateau TV, c'est des gens corrompus, c'est des gens qui racontent littéralement n'importe quoi. Si on devait les confronter avec des études scientifiques, ils plient direct. Voilà. Donc, maintenant, la seule solution, c'est d'éplucher un peu la science pour se faire son opinion soi-même et arrêter de croire ce qu'on vous raconte partout. Les graisses saturées, le cholestérol qui va vous tuer, le soleil qui donne le cancer de la peau, etc. C'est des mythes. Ah, c'est sûr qu'on est obligé de rechercher l'information. Hein. Rechercher l'information et puis expérimenter. Hein. Pas le choix. C'est notre responsabilité. Mais bon, oui, c'est notre responsabilité. C'est ça en plus. Finalement, d'un autre côté, on peut se dire, ça nous permet de nous responsabiliser. Et de ne pas simplement recevoir ce qu'on veut bien nous... Oui, mais tu vois, il y a un double tranchant à ce que tu dis. Parce que moi, je suis d'accord. Je suis pour la liberté et la responsabilisation. Mais quand tu es dans une société qui veut déresponsabiliser les gens, où il faut toujours un coupable, c'est très facile de dire « Ah ouais, mais moi, mon médecin m'a dit de faire ça. Hein. » Oui, d'accord, il t'a dit de prendre un médicament, une statine. Ok, mais est-ce que tu as lu les effets indésirables de cette statine? La notice est dans ta boîte. Hein. Tu l'as lu?
tu as vu que ça allait déclencher possiblement un diabète de type 2, par exemple? Non? Oui, mais si mon médecin m'a dit de le prendre, il doit savoir. Voilà. Et comme ça, quand il y a un événement, que de toute façon, quand il y a un événement, on vous dit ah non, ça n'a pas de lien. Ah non, madame, ça n'a pas de lien. Vous avez pris une statine contre le cholestérol parce que vous aviez 2,5, on a voulu le ramener à 2. Ah. Vous avez fait un diabète de type 2. Ah oui, mais ça n'a pas de lien avec la statine. Non. Les femmes avec les pilules contraceptives, lisez les notices. Vous avez fait un événement cardiovasculaire parce que vous prenez une pilule contraceptive de 3e génération? Oh, ah non, c'est pas lié. Ah, c'est bizarre, c'est marqué sur la notice. Ouais. Voilà le monde dans lequel on est aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que sa santé, c'est quand même ce qu'on a de plus. C'est enfoncer une porte ouverte de dire ça, mais c'est quand même ce qu'on a de plus important, quoi. Les gens comprennent l'importance, le prix de leur santé au moment où ils la perdent. Et tant qu'ils l'ont, ils ne se rendent pas compte. Tu vois, tous les jours, les gens ne se disent pas « Oh, je suis chanceux, j'ai une bonne vision, j'ai pas de lunettes, j'ai 2 pieds, j'ai mal nulle part, je suis souple, j'ai pas mal à la tête. » Personne ne se dit ça. Ouais. Les gens commencent à prendre conscience de leur santé au moment où ils la perdent. C'est ça. Et c'est vrai qu'en plus, c'est quand même ceux qui conditionnent notre liberté, parce qu'on va dire la liberté, c'est ce qui est le plus important, oui, mais sans santé, la liberté, elle ne sert à rien. Exactement. Ce qui conditionne notre joie de vivre aussi. Quand vous perdez votre santé, vous perdez votre liberté. Oui, complètement. Parce que quand vous êtes dépendant de traitements, quand vous êtes dépendant de médecins, quand vous êtes dépendant de certaines molécules, par exemple, je ne sais pas, mais je ne sais plus de mémoire, tu as 3 ou 4 millions de Français qui sont traités contre l'hypothyroïdie avec médicaments. Levothyrox, pour ne pas le citer, c'est le médicament sur ordonnance le plus prescrit en France. Est-ce que tu sais ce qui se passe si des gens à qui on a retiré une thyroïde n'ont pas le médicament? Ils meurent. Hein. Ça prend pas longtemps, hein, ça prend quelques semaines. Ok? Donc, quand tu es malade de ça, tu deviens totalement dépendant de tes stocks de cette molécule chez ton pharmacien. Tu n'as pas intérêt à aller dans un pays où il n'y en a pas, ou que le pays s'effondre et que tu n'aies plus la molécule. Tu meurs. Donc, tu perds ta liberté, comme tu l'as dit. Ouais. La santé, c'est la liberté. Quand vous perdez votre santé, vous allez dépendre d'hôpitaux, de médecins, de traitements à vie. Ouais. Et pour les traitements les plus chers, de la sécurité sociale, parce que vous ne pouvez pas les payer vous-même, etc. Oui, complètement. Donc, toi, on est d'accord, la santé, la liberté, ça va de pair. Quand tu perds ta santé, tu perds ta liberté. Et puis, quand on est en santé, on a moins besoin de compensation. Oui. On a moins de besoin je sais pas, de divertissement, je sais pas, parce qu'on peut se divertir avec des choses qui ne coûtent rien. Et voilà, c'est vrai que on a du mal à admettre ça couramment. C'est dommage. Parce que tout le monde baigne dans le même système, en fait. Et il faut un peu en sortir pour s'en rendre compte. C'est un peu comme faut avoir un peu goûté la maladie pour apprécier la santé. Tu vois. Moi, étant jeune, je faisais beaucoup de sport. J'ai eu 14 fractures. Je peux te dire qu'une fois que tu es dans le plâtre pendant 3 mois, mon bras, j'ai été 9 mois dans le plâtre sur 12 quand même. Tu es content quand c'est fini, tu vois, et tu apprécies ça, en fait. Donc, il faut l'avoir goûté une fois pour vraiment en prendre conscience. Hein. Oui, complètement. Ouais, puis il y a aussi une forme de respect de soi-même. Bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu grandiloquent, je sais pas, mais de se dire, je respecte mon corps, je mange des choses saines, et puis on sait qu'on est victime de cette manipulation pour manger des choses frelatées, on va dire, et qui nous sont délétères. Hein, et donc, c'est un peu se ressaisir et dire non, mais moi, je veux conserver ma dignité, ma responsabilité, voilà tout ça, quoi. Oui. Pour moi, il y a un peu tout ça qui c'est une sorte de résistance aussi pour moi de choisir mon alimentation, une sorte de résistance contre ce qu'on essaye de. C'est une liberté de choix. C'est-à-dire que tu as, c'est ce que j'arrête pas de le dire, hein, le plus grand acte démocratique, c'est son billet de 20 €. À quoi vous allez
à qui vous allez donner ce billet de 20 euros? Mais Est-ce que complètement. vous allez le donner pour de la nourriture ultra transformée, de merde Mmh. avec des insectes dedans ou je ne sais pas quel produit, etc. Ouais. Ou est-ce que vous allez le donner à votre voisin qui élève des poules en plein air? Voilà, c'est vous qui décidez. Ouais. Mais c'est vrai que souvent on se plaint du fonctionnement du monde, de la société et compagnie, mais en tant que consommateur, on a un pouvoir énorme. Immense. Immense. Et les gens ne se rendent pas compte, Ouais. c'est le vrai pouvoir. Ouais. C'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte que isolé, on est mort. C'est-à-dire que tu as 68 millions d'habitants en France. Si chacun fait un truc, ça ne marche pas. Par contre, quand tu commences à avoir quelques millions de personnes qui s'unissent et qui disent non, ça, on n'en veut pas, donc on boycotte. C'est ça. C'est terminé, hein, ça ne marche plus. Il faut juste s'organiser. C'est là où les Américains sont très puissants. Et moi, j'aime vraiment les Américains. C'est des gens passionnants parce que leur histoire familiale d'immigration, etc., ça a fait du tri. C'est des gens qui sont venus pour la liberté, et ils sont très, très forts pour s'organiser. Concrètement, tu leur sors dans un État, parce qu'aux États-Unis, tu as le président, puis après, tu as un gouverneur dans chaque État. Le gouverneur a beaucoup de pouvoir. Quand dans un État, tu as une loi qui arrive et que les gens ne veulent pas, mais tout de suite, ils se réunissent, ils montent une association, ils font un super site Internet, et ils vont payer des lobbyistes, donc des avocats, etc., pour rédiger des projets de loi. Ils vont voir tous les représentants et ils allongent les millions de dollars pour que ça bouge. Ça met quelques mois pour se faire. Tu les attaques pas comme ça. Les Français sont incapables de faire ça. Et ça, c'est dommage. Quand on te dit interdiction de l'école à la maison en France, personne n'a bougé. Obligation vaccinale, 11 vaccins obligatoires pour les gamins en 2018, personne n'a bougé. C'est ça le problème. Et quand je dis bouger, je ne parle pas d'aller faire une manifestation dans les rues. Tu n'as pas de manifestation dans les rues ici. Tu peux avoir un gouverneur qui fait un truc scandaleux, tu n'as pas de manifestation dans les rues. Bon, oui, tu as 3 pimpins devant le Capitole, ok, mais c'est tout. Concrètement, ils s'organisent. Ils lèvent des fonds, ils créent un site Internet pour mobiliser des gens. Tu as des gens qui vont donner du temps, des bénévoles. Ils embauchent des gens, s'il faut. Ils embauchent des lobbyistes. Et on va faire changer la loi. Voilà. Ça, c'est les Américains. Ouais. Tu vois, chaque peuple a un peu sa façon de bouger différemment, tu vois. C'est vrai. Tu vois, imagine aux États-Unis, tu as un État qui interdit la chasse. Eh bien, les chasseurs vont se réunir et ils vont faire un projet de loi, ils vont faire pression sur leurs représentants. La loi va changer. En Corse, tu interdis la chasse. Alors là, tu es tranquille. Les chasseurs, ils vont aller cribler de balles la préfecture. La loi va changer. Et puis les Français sur le continent, rien. Ouais, c'est sûr. Et puis même, plus globalement, quoi, on est obligé de s'adapter à de nouvelles formes d'action. Voilà. Mais il ne faut pas se laisser faire. À un moment donné, là, ça va trop loin sur beaucoup de choses. On le voit avec toutes les dernières lois qui ont été faites. Là, aller vouloir coller des protéines d'insectes dans n'importe quel produit industriel sans le dire aux gens, etc. Les viandes qu'on poussait en laboratoire. Enfin, franchement, c'est du délire, là. Il faudrait que les gens bougent quand même. Oui, puis quand on voit le système de santé comme il est, il vaut mieux ne pas avoir ne pas y avoir recours si on peut. Ah ben c'est clair, mais rien ne bouge en France. Le problème, c'est l'immobilisme. Tu vois, moi, je m'intéresse beaucoup au sujet vaccinal depuis longtemps. C'est arrivé par une histoire en fait personnelle. 97, ça remonte, on est en 2025. 98, je savais tout ce que je sais aujourd'hui sur la vaccination. Tu as une association qui s'est créée en France qui s'appelle Association pour des vaccins sans aluminium. C'est-à-dire que dans les années 50, 60, 70, tu avais un adjuvant vaccinal qui était une forme de calcium. Ça marchait très bien. Bon, il n'y avait pas de problème avec ce calcium. Et puis, il y a eu un laboratoire qui a commencé à utiliser l'aluminium et les laboratoires ont fusionné. Et pour une simplification de la chaîne de production, tous les vaccins tous les vaccins qui avaient besoin de cet adjuvant sont passés sur un adjuvant à l'aluminium. L'aluminium crée des gros problèmes. Par exemple, il y a une maladie officiellement reconnue qui s'appelle la myofasciite à macrophage. Tu as 30 000 personnes minimum, puisque c'est 30 000 dans l'association, qui sont littéralement handicapées à vie à cause de cet aluminium. L'association, ça fait, de mémoire, 20 ans qu'elle œuvre pour faire avancer la recherche, un projet politique, etc., juste pour qu'on refasse des vaccins sans aluminium. Ça avance pas. Qui le sait, ça? Ils font un travail exceptionnel, les bénévoles font du boulot, tu as une newsletter intéressante. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à leur site parce qu'ils font du bon boulot. Mais concrètement, il ne se passe rien. Pas de moyens,
Au niveau politique, tout le monde s'en fout. Ça intéresse personne jusqu'au jour où toi, tu es touché par cette maladie. Voilà. Ça, c'est un vrai problème. C'est que les gens ne se mobilisent pas assez, ne s'entraident pas assez, ne partagent pas assez les informations. Ça reste confidentiel. Bon, bah, tu as 30 000 malades dans un coin. On les indemnise avec l'allocation adulte handicapé à 500 € par mois. C'est terminé. Ouais. Voilà. Ouais, c'est dommage, c'est sûr. Je te laisse le mot de la fin. Ouais. Le mot de la fin, ça va être comme pour la majorité de ceux qui ont participé au portrait keto, hein, c'est d'encourager ceux qui hésitent encore à s'engager dans cette alimentation qui est à la fois satisfaisante, gratifiante, facile et qui n'est pas une condamnation à la frustration et pas du tout, quoi. Au contraire, voilà, on se sent plus vivant, on se sent bien, quoi. C'est peut-être la vraie alimentation vivante. Comment ? C'est peut-être la vraie alimentation vivante, du coup. Ouais, oui, c'est ça. En tout cas, conforme au vivant. Ouais, voilà. Et puis merci en tout cas pour tous les portraits keto parce que franchement, c'est hyper enrichissant. C'est vrai que chaque cas a ces petites choses qui vont aider les uns et les autres en fonction des situations différentes. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant et merci pour ce travail-là, quoi. Avec plaisir. Moi, mon idée, c'était vraiment de montrer que c'était simple, que tout le monde avait plus ou moins à y gagner dans des proportions différentes selon l'objectif, etc. Mais que si on avait envie de changer, de retrouver une bonne santé, grâce à son assiette, on pouvait le faire, quoi. On avait la possibilité de le faire. Ouais. Voilà. Alors encore une fois de plus, partagez nos vidéos, tout ce qu'on fait, parce qu'on est littéralement shadowbanné sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, ça passe pas. Les gens me disent oui, mais on t'a trouvé sur YouTube. Non. 98% des vues sur YouTube sont faites par des gens qui sont abonnés à la chaîne. Si tu tapes régime cétogène, enfin tous les mots-clés, keto, tu ne trouves pas nos vidéos. D'accord. Il faut taper Fat to be fit, il faut taper Ulrich Génisson. Ça veut dire qu'il faut savoir exactement ce que tu cherches. Tout à fait. Mais si tu ne cherches pas, si tu n'as pas cette information, tu ne trouves pas. Ça s'appelle un shadow ban. Et donc, si vous ne partagez pas massivement partout nos vidéos, ça ne sera jamais diffusé finalement. C'est ça le problème. Il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent ouais, mais moi, ça fait longtemps que je suis atteint par cette pathologie. Je ne suis jamais tombé sur le régime cétogène. Voilà, concrètement, c'est ça. On est là. Oui, mais il y en a plein qui savent pas ce que c'est. Et même quand je me suis fait opérer du genou, là, j'ai eu un entretien par vidéo avec l'anesthésiste. Et donc, je lui ai dit ah oui, je voulais savoir si vous alliez, parce que je t'avais même envoyé un truc. Je voulais savoir si vous alliez me faire une perfusion de glucose parce que je suis en régime cétogène. Quoi? C'est quoi? Et donc, finalement, ils ne me l'ont pas faite. Bon, ils m'ont dit que c'était pas la peine. Mais j'avais eu peur un peu de ça, quoi. Je me suis dit, quand vous avez ça, si les gars, vraiment, médecin qui ne sait pas ce que c'est que cétogène, vous allez sur PubMed. Vous tapez en anglais kétogénique dans le mot-clé en haut. Hop, vous générez. Et là, vous allez tomber sur 7000 et quelques études. Ça va vous donner un lien en haut. Il y a 7000 études. Vous prenez le lien, puis vous le mettez par mail. Bah, tiens, si tu veux chercher, c'est là depuis plus de 100 ans. Bah oui, parce qu'en plus, même en France, Atkins, c'est quand même connu. Enfin, je veux dire, il y en a qui ont pratiqué. Atkins avait eu un certain succès en France. Atkins 70, 76, 77. Oui, bien sûr. Ouais. Mais malheureusement, c'est toujours pas là, quoi. Donc, non, c'est sûr. Donc, pour vos médecins, faites ça, comme ça, au moins, vous ne passerez pas pour un âne ou c'est scientifiquement documenté. D'ailleurs, c'est scientifiquement documenté aussi pour les produits d'anesthésie, puisque la cétose nutritionnelle impacte l'anesthésie. Et en particulier, j'avais publié ça il y a au moins 7-8 ans, sur les anesthésies locales, en particulier, qui sont faites par les dentistes. Ah oui. Ouais. Donc, il y a un petit réglage à faire sur les dosages habituels. Normalement, un anesthésiste compétent, s'il sait que vous êtes en cétose nutritionnelle, devrait adapter les dosages de certains produits. Mais c'est documenté scientifiquement. Hein. S'il tape dans le PubMed régime cétogène et anesthésie, il va avoir un certain nombre d'études pour lui apprendre. Oui, je n'ai pas l'impression qu'il savait parce que même quand je suis rentrée en salle d'anesthésie, je l'ai redit. Oui, puis au moins, ça sert pour des perfusions glucosées qui ne servent à rien. Ils peuvent mettre un sérum physiologique
à la place pour maintenir la perfusion. Puis voilà, quoi. S'ils veulent le faire, ils peuvent le faire. C'est pas compliqué. Ouais. Voilà. Bon. Je te remercie encore pour ton témoignage. Si vous voulez commencer, vous avez notre guide de démarrage qui est en téléchargement gratuit sur notre site, qui vous évite de faire les erreurs de base sur le sodium, comprendre les glucides, etc. Au moins, ça vous donne une petite idée avec un document que vous pouvez imprimer chez vous, parce que je vois trop de gens qui passent pas une seule seconde à essayer de comprendre comment ça marche, font tout un tas d'erreurs en disant « Oui, alors j'ai mal à la tête, je suis constipé », parce qu'ils n'ont rien lu. Donc, faites l'effort de lire avant de faire vos erreurs, parce que vous allez vous éviter quelques désagréments totalement inutiles et évitables. Et après, voilà. C'est tout simple. Après, ça roule tout seul. Voilà. Merci beaucoup, Bettina, pour ton témoignage. Merci, Ulrich. Je te souhaite une longue vie en parfaite santé grâce au régime cétogène. Bientôt accompagné de ton mari qui va voir ton témoignage qui va se dire « Bon, je vais faire comme Ulrich il a dit, une petite tranche de pain, puis après on verra. » Voilà, c'est ça. Et c'est parti. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.